Nous accueillons pour notre deuxième session d'exposé débat Bernard Monod, député européen, stratégiste économique du Front National, qui est à nos services depuis des années, auparavant de façon non officielle, amateur de l'ombre, et puis maintenant de façon tout à fait officielle puisqu'il est député européen. Nous avons pensé à ce thème de l'euro puisque pour tous ceux qui sont militants et présents ici, c'est très régulier, c'est certainement une des questions les plus fréquentes. Est-ce que c'est parce que c'est le 92 avec une sociologie spéciale ou est-ce que c'est national? Toujours est-il qu'on nous pose souvent, toujours même la question de l'euro, mais vous passerez jamais, Marie ne passera jamais avec l'euro, si on sort de l'euro on est ruiné, etc. Donc il nous a semblé judicieux de demander à Bernard Monod, qui est spécialiste en la question, de pouvoir nous exposer pourquoi l'euro est nocif à l'économie française et comment expliquer aux Français qu'il l'est et que faire pour en sortir sans casse justement et pour que les Français comprennent que c'est la seule possibilité de pouvoir redresser l'économie française. Bernard, merci. Je te passe la parole, donc peut-être une vingtaine de minutes. Ou, voilà. Et ensuite, il y aura un débat. Alors je demande dès à présent pour le débat de nous prendre la parole. Bon, c'est un peu moins, sera peut-être un peu moins animé que pour la question de l'islamisme, mais de ne prendre la parole que quand on vous la donnera. Voilà, ça sera plus clair et plus efficace. Merci Bernard, à toi. Merci Guillaume. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, content d'être parmi vous, hein. On est entre amis là, donc on va pouvoir se dire tout ce qu'on a à dire, notamment la vérité. J'ai deux ou trois petites choses à vous dire qui me paraissent très importantes. Alors déjà, Guillaume m'a présenté comme député européen, mais je préfère qu'on dise député français au Parlement européen, parce que c'est quand même ça la vérité. Ce Parlement, moi, que je qualifie de temple des fous et des traîtres. Alors les fous, c'est la majorité, c'est ceux qui sont inconscients de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire scier la branche sur laquelle ils sont assis, c'est-à-dire leur patrie, en la reniant, en la détestant, pour lui faire tant de mal. C'est la grande majorité, donc on les retrouve dans les rangs du MP, du PS, des Verts, de gens du centre, vous savez, la quadrature du centre avec le Modem et l'UDI, etc., qui sont dans les partis européens, donc qui s'appellent PPE, SED, etc. Et puis après, la minorité que je qualifie de traître, parce qu'il y en a certains qui sont un peu compétents quand même et qui savent ce qu'ils font. Et c'est bien ceux qui m'inquiètent le plus, parce que c'est justement parce qu'ils font ça qu'ils trahissent, parce qu'ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. C'est une minorité, je dirais on peut l'évaluer à 10-15% maximum de la population des parlementaires et de tous les assistants qui gravitent là-bas. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que je sais où passent vos impôts. Voilà, soyez tranquilles, il y a une gabegie, enfin soyez tranquilles, non, soyez plutôt inquiets de voir tout ce qui se passe, parce que c'est une gabegie financière monstrueuse. Une première vérité que je dois vous dire, c'est que l'Union européenne, contrairement à tout ce qu'on vous dit, et aux leçons de morale et de bonne gestion qu'ils cherchent à nous appliquer en France, avec nos finances publiques, la réduction des déficits, des coûts, etc., l'Union européenne est en déficit de près de 222 milliards d'euros à l'heure où l'année en 2015. Voilà, en cumulé depuis sa création, c'est-à-dire grosso modo 94. Voilà. Le président du budget, qui est M. Arthuis, l'ancien ministre de l'économie à l'époque je crois, de Balladur, s'arrache les cheveux d'ailleurs, parce que en bon petit comptable qu'il est, il se rend compte qu'à la fin de l'année, il y a plus de dépenses que de recettes, et il est catastrophé, sachant qu'on demande aux États membres, notamment la France, bien entendu, d'être des bons élèves et de bien réduire ses déficits, sachant qu'elle ne s'applique pas à elle-même, l'Union européenne, les principes qu'elle cherche à imposer aux autres. Donc c'est déjà ça qu'il faut avoir en ligne de mire. Et ça, on ne vous le dit pas au JT de 20h, on ne vous en parle pas dans les médias. Donc retenez, 222 milliards d'euros de déficit depuis sa création, donc à peu près 23 ans. Et rien qu'en 2014, c'est environ 25 milliards d'euros entre les recettes et les dépenses. Bon, voilà, c'est déjà ce qu'il fallait savoir. Bon. Ça, c'est le premier élément. Alors, après, la problématique, c'est que tous ces gens qui nous ont gouvernés depuis une quarantaine d'années
moi, pour aller très très vite, pour faire un bref historique de ce qui s'est passé en France, le premier des péchés originels pour moi en France, ça a été ce qu'on appelle la loi du 3 janvier 73. Notamment, il y a un excellent bouquin qui est en vente à la boutique du Front National, qui a été écrit par un de nos collaborateurs qui s'appelle Pierre-Yves Rougeron, qui est un livre inédit, qui explique historiquement comment on nous a privatisé l'argent public. C'est-à-dire qu'avant 73, la Banque de France finançait l'État français. On voulait par exemple construire des universités, des autoroutes, une centrale nucléaire. L'État avait besoin de 100 milliards de francs, on va dire à l'époque. Eh bien, il se retournait vers la Banque de France et puis il disait, voilà, financez-moi la ligne de crédit qui me permettra de faire ces investissements structurels, qui permettra de faire un pays fort, équipé d'infrastructures modernes, etc. Donc c'est ce qu'il faisait. Et puis, comme on a, à partir de cette époque-là, sans s'en rendre compte de manière subreptice, a commencé à être dirigé par des banquiers, car M. Pompidou était l'ancien directeur général de la banque Rothschild dans les années 50, et bien tout doucement, il y a eu une pression internationale pour imposer ce qu'on appelle l'open market. L'open market, c'est les marchés financiers qui, grosso modo, prêtent aux États, bien entendu, mais contrairement à la Banque de France qui prêtait à taux d'intérêt quasi zéro, eh bien, elle a commencé à prêter à des taux d'intérêt de l'époque. Une obligation à 10 ans dans les années 70, c'était de l'ordre de 15, 16, 17% par an. Donc vous voyez que les choses vont très très vite quand vous empruntez à des banquiers et aux marchés financiers internationaux. La meilleure preuve, c'est que ça a été une supercherie, cette opération, c'est que dès l'année 1974, on connaît les premiers déficits. Regardez sur Internet, cherchez, vous verrez. 74, première année de déficit, et sans discontinuer jusqu'en 2014, où on a atteint notre 40e année, merci, de déficit cumulé, ce qui fait qu'on atteint en dette totale environ plus de 2000 milliards d'euros à fin 2014. Et puis ça va croître puisqu'on devrait être à 2100 environ fin 2015, ainsi de suite, etc. Ça ne s'arrêtera pas tant qu'on restera dans le modèle économique qu'on nous a imposé depuis 40 ans maintenant, que nous on qualifie d'ultralibéral et de mondialiste, avec ouverture totale des frontières, notamment depuis 1986, sous les socialistes qui ont signé l'acte unique européen. Donc c'était la libre circulation qui a commencé à prendre vraiment effet après en 93-94. Libre circulation des capitaux, des marchandises, des services et des personnes. Les personnes étant l'immigration, bien entendu. Ça c'est pour le volet, je dirais, libre-échange, ça c'est la grande idéologie de ce modèle ultralibéral et mondialiste. Et puis le deuxième, c'est lutter contre l'inflation, parce que le grand fléau des gens qui nous gouvernent, que ce soit les économistes, les financiers, les banquiers et par défaut les politiciens, c'est de lutter contre l'inflation. Voilà. Sauf que quand on lutte contre l'inflation, il y a une espèce de concept économique qui fait que quand vous avez une inflation élevée, vous avez un chômage faible, et à l'inverse, quand vous avez une inflation basse, comme aujourd'hui, on avait un objectif cible dans les dernières années d'atteindre 2%, là on est pratiquement à 0% d'inflation. Eh bien on a un chômage très élevé, c'est la contrepartie. Donc ça c'est le premier, variable d'ajustement de l'équation ultralibérale qui nous a été imposée depuis 4 décennies maintenant. Donc on est passé des années 75, grosso modo on avait 500 000 chômeurs, pour atteindre, à l'heure où je vous parle, 6 millions de chômeurs réels. C'est pas la catégorie A dont on vous rabâche les oreilles, vous êtes à 10-11% de chômage. Non, non. En réalité, on est bien beaucoup plus élevé que ça. En réalité, on est de l'ordre de 21 ou 22% de chômage, sans compter les gens qui ont la garantie de l'emploi, comme les fonctionnaires, bien entendu, en éliminant ce segment de population. Donc, premier élément, je dirais, variable d'ajustement de l'ultralibéralisme, le chômage. Donc, je suis en train de vous expliquer qu'en fait, le chômage est voulu, délibérément, sans vous le dire, en nous le cachant. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'était de baisser l'inflation. Parce que l'inflation, ça gêne qui en réalité? C'est ceux qui détiennent le capital et ceux qui prêtent le capital. Et donc les banques et ceux qui détiennent les rentiers, les marchés financiers, etc. Moyennant quoi, vous avez vu monter le chômage depuis des décennies.
Et le deuxième élément, c'est l'immigration. L'immigration étant la deuxième variable d'ajustement de cette équation ultralibérale. Pourquoi? Parce que le grand patronat a besoin de payer faiblement les salariés, les ouvriers, les employés, etc. En tout cas, pas au même niveau que l'augmentation de l'inflation. Hein. Donc il y a eu déjà une première mesure qui ont été faites à l'époque des années 80 par les socialistes, M. Delors. C'est déjà cassé, pour ceux qui s'en souviennent, ce qu'on appelait l'échelle mobile des salaires. Qu'est-ce que c'est l'échelle mobile des salaires? C'est quand vous avez une hausse des prix, hein, votre baguette qui passe de 90 centimes à 1 euro, c'est un pourcentage d'augmentation, et bien normalement le salaire doit suivre dans la même proportion que la hausse des prix. Et bien, à l'époque des années 80, les socialistes ont fait claquer, je dirais, cette indexation automatique des salaires sur les prix. Donc, d'où la fracture sociale, et puis d'où ce pouvoir d'achat qui stagne depuis des décennies, et puis on voit bien, l'évolution des prix ne suit pas du tout celle des salaires. On en est tous convaincus là-dessus. Donc, vous voyez, tout le mécanisme qui se met en place depuis bien longtemps, tout ça pour préparer la convergence économique et monétaire vers l'union économique et monétaire, vers, je dirais, la construction de la Banque Centrale Européenne. Une fois qu'elle a été construite, il fallait la sanctuariser dans des traités. Donc ils avaient fait déjà un premier pas dans le traité de 1992, le traité de Maastricht, où Mitterrand nous avait déjà menti à l'époque, puisque, je vous rappelle les objectifs qu'il nous promettait à l'époque, c'était le plein emploi et la prospérité. Voilà, donc on regarde le bilan 25 ans après, c'est exactement l'inverse. C'est le chômage a explosé et le pouvoir d'achat, vous êtes bien placés pour savoir qu'il n'a pas du tout évolué. Voilà, donc à partir de là, si vous voulez, tout ce système-là s'est instauré. La Banque Centrale Européenne a été sanctuarisée dans le fameux traité de Lisbonne, que je considère moi politiquement comme une forfaiture. Parce que quand vous avez 55% des Français qui en 2005, je dirais, rejettent le traité de constitution, qui est le texte identique à celui du traité de Lisbonne, hein, et bien que ça a été imposé ensuite par Sarkozy via le Congrès réuni au niveau du Parlement et du Sénat à Versailles pour imposer de force ce traité de Lisbonne. Tout ça pour conforter, je dirais, l'oligarchie internationale qui nous gouverne, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des dirigeants qui nous gouvernent depuis 40 ans se sont vendus auprès de l'oligarchie économique, financière et bancaire mondiale. Ils ont pris le pouvoir sur nos nations et sur la richesse de nos nations. Je n'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, retenez que depuis une bonne vingtaine d'années, c'est environ 200 milliards d'euros d'hémorragie de notre richesse qui file sur les marchés financiers. Voilà, 200 milliards d'euros, multiplié par 20, faites le calcul. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils nous demandent d'accepter ce qui se passe en Grèce et partout ailleurs, c'est-à-dire les politiques d'austérité, c'est-à-dire en fait, grosso modo, nous casser notre modèle et notre système de protection sociale, nos retraites, notre sécurité sociale, notre assurance chômage, notre politique familiale, etc., pour siphonner les budgets sociaux en vue de financer les budgets fiscaux pour sauver l'euro et sauver le système bancaire. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, synthétiquement, c'est que on est la variable d'ajustement pour sauver le système économique, financier, monétaire et bancaire. Voilà. Qui est bien entendu au-delà des nations. Puisqu'on a transféré, comme vous le savez, on nous a dépossédé de notre monnaie en 99, mais en réalité en 2002 avec l'euro. Normalement, nous avions notre franc. Nous considérons au Front National qu'une nation égale une monnaie. D'ailleurs, comme toutes les grandes puissances économiques mondiales, prenez les États-Unis, prenez la Grande-Bretagne, prenez le Japon, prenez la Chine, prenez la Russie, prenez le Brésil, ils ont toutes leur monnaie nationale. 180 pays dans le monde ont leur monnaie nationale. Il n'y a que 19 pays, donc on est minoritaire, dans le monde, c'est-à-dire la zone euro, hein, qui avons une monnaie unique pour 19 pays. On voit où ça nous mène. Puisque depuis qu'on a l'euro, la dette ne cesse d'augmenter, parce qu'il faut sauver l'euro, par des plans de relance, par des plans de sauvetage des banques, etc., par les fonds européens de stabilité, les mécanismes uniques de solidarité, voulus tout ça par l'Union européenne, voulus par la BCE, voulus par le FMI, ce qu'on appelle la Troïka.
Donc on nous a dépossédé de notre monnaie en 2002, on nous a dépossédé de notre budget en 2012, puisque le traité du pacte budgétaire a été ratifié en octobre 2012, donc il n'y a pas si longtemps en définitive, hein, qui a été voulu par Sarkozy pour la France, et qui a été signé par Hollande 2 ans après, hein, ou 1 an et demi après. Bon. Donc on ne voit pas du tout de distinction de politique entre l'UMP et le PS. Voilà, donc ça vérifie encore la formule UMPS. Après le budget, après la monnaie, le budget, on nous a pris nos frontières. Ça déjà un petit peu avant, puisqu'on a ouvert toutes nos frontières dans la zone euro, et puis bien entendu dans l'Union européenne avec les 28 pays. Et puis la dernière, mais qui n'est pas la moindre, et dont bien entendu personne ne voit de quoi je parle, c'est qu'on nous a pris notre système bancaire privé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Il y a 2 ans, la Chypre, qui est un des 18 pays de la zone euro, c'est pas un pays exotique au fin fond du bassin méditerranéen, non, c'est à 2h30 d'avion. Chypre est un des 19 pays de la zone euro. Leur système bancaire s'est effondré, en faillite, voilà, l'ensemble du système. Comme ils avaient déjà subi la première vague de 2008, eh bien, Chypre était exsangue financièrement, donc ils étaient en situation de banqueroute financière. Et donc, ils ont appelé à la rescousse, bien entendu, la Troïka, donc encore une fois l'Union européenne, la BCE, le FMI. Ils ont crié, ils ont tiré le signal d'alarme. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Comme on avait déjà lourdement au niveau des États membres renfloué le système bancaire en 2008, la France, ça a coûté 360 milliards d'euros déjà, hein, le renflouement de 2008. Hein. Eh bien, ils ont demandé en fait d'inventer un nouveau système. Donc la Troïka a inventé ce qu'ils appellent en jargon anglo-saxon, on passerait l'expression, le buy-in. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus faire payer les États et les contribuables, mais ils se retournent vers d'autres personnes. Qu'est-ce qui reste? Les créanciers, donc je dirais les actionnaires des banques, et surtout les clients des banques. En vous disant politiquement, mais attendez, on va trouver un système pour épargner les contribuables. Mais comme si les contribuables n'étaient pas en même temps les clients des banques. Donc c'est une duperie absolue. Moi je me suis entretenu au mois de décembre avec la présidente du conseil de supervision bancaire qui, comme je vous l'ai dit, on a perdu notre système bancaire puisque le 4 novembre dernier, nos 5 grandes banques françaises sont passées sous contrôle de la BCE. Et je lui ai dit, mais attendez, mais vous vous foutez du monde. Vous êtes en train de nous faire croire que c'est plus les contribuables qui payent. Et maintenant c'est les clients dans les banques. Alors qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril 2013 ? Il y a donc 2 ans, il n'y a pas si longtemps, hein, eh bien, ils ont, je dirais, spolié, confisqué l'argent sur le compte des clients, en fixant quand même un seuil, hein, par pudeur, quand même, on ne va pas descendre à un niveau trop bas, pour renflouer le capital de la banque qui était en faillite. Tout ça parce que, idéologiquement, dans leur idéologie ultralibérale, ils refusent de nationaliser, même temporairement, une banque, pour la sauver, pour sauver les dépôts, pour sauver l'épargne, pour sauver la trésorerie des PME, PMI qui financent les salaires, qui financent les charges, qui ont besoin de ça pour faire tourner leur activité. Non, tout ça, c'est pour sauver l'argent des gros possédants dans les banques, pour éviter qu'ils soient spoliés en totalité, en perdant la totalité de leurs dépôts. Voilà les supercheries, les arnaques qui sont inventées par le système pour venir maintenir la survie du système bancaire. Alors tout ça, c'est... je fais un lien, si vous voulez, je vais en arriver à l'euro, parce que tout ça, si vous voulez, c'est une espèce de triangulation entre la dette, entre la monnaie, et entre le système bancaire privé. Voilà, tout ça est entremêlé. Donc, pour sauver l'euro, eh ben, vous faites des dettes publiques pour pouvoir renflouer et éviter que l'euro... Parce que l'euro aurait dû mourir en mai 2010 déjà. Dans la nuit du 9 au 10 mai 2010, panique à bord, les 5 grandes banques françaises se sont retournées vers l'Élysée, donc vers Sarkozy, et ont dit, écoutez, si en vérité il y avait la Générale qui était en grande difficulté, ils étaient même en situation de cessation de paiement, ça ne s'est pas su, mais moi je vous le dis, et donc de toute urgence, branle-bas de combat, ils ont réuni l'Eurogroupe. Donc l'Eurogroupe, c'est l'ensemble des ministres des Finances et des chefs d'État de l'ensemble de la zone euro, pour dire, attendez, branle-bas de combat, comme le système bancaire est interdépendant, comme ça, parce qu'ils ont tous leurs dettes par réciprocité, donc si une banque tombe, c'est l'effet domino, c'est tout le système qui tombe. C'est comme les États dans la zone euro. Si la Grèce tombe, a priori, ça va entraîner l'ensemble des autres pays. Donc voilà, panique à bord. Donc ils inventent dans la nuit
le Fonds européen de stabilité financière, le FESF. Donc ils mettent des centaines de milliards d'euros sur la table pour calmer et rassurer les marchés financiers, qui en fait sont en fait nos maîtres, hein. C'est eux qui nous prêtent, et c'est eux qui nous appliquent les taux d'intérêt qu'ils veulent bien qu'on paye, quoi. En fait, c'est ça la réalité. Donc tout ça pour éteindre l'incendie qui était en train de démarrer, et donc ça a repoussé les échéances, si vous voulez. Pendant ce temps-là, les banques allaient très très mal, le système bancaire privé, je ne parle pas des banques publiques, hein. En France, vous avez deux grandes banques publiques, enfin une banque publique qui est la Banque Postale que vous connaissez tous, hein, où derrière vous avez l'État et la Caisse des dépôts et consignations, et après vous avez un autre établissement qui est une institution publique ancestrale maintenant, qui est la Caisse des dépôts et consignations. Ces deux établissements sont les points forts, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a la garantie de l'État derrière, et là, si vous voulez, c'est solide. Mais toutes les autres banques sont extrêmement fragiles. Je ne veux pas vous affoler, si vous voulez, sur le niveau de fragilité, mais grosso modo, il y a une des 5 grandes banques françaises qui a le même ratio d'endettement et de solvabilité qu'avait Lehman Brothers, la banque qui a fait faillite en septembre 2008. Vous voyez, donc tout ça, c'est extrêmement fragile. Mais bien entendu, on ne vous le dit pas. Vous imaginez le tollé général que ce serait. Donc, comme nous sommes entre amis, donc on peut se permettre de se dire comme la réalité des choses. Mais il faut être extrêmement prudent, y compris sur les banques que vous croyez solides. Voilà, parce que tout ça est interdépendant, et s'il y en a une qui tombe, elle entraînera toutes les autres. Deuxième point, pour vous faire un point de situation, c'est que, à l'heure où je vous parle, il y a dans la zone euro plusieurs banques qui ont déjà fait faillite. Il y en a une en Espagne, il y a deux en Autriche, et l'une des deux a entraîné aussi la faillite d'une banque en Allemagne. Je ne vous parle pas d'un pays comme ça fragile, je vous parle de la première puissance économique de l'Europe, l'Allemagne. Donc vous avez une banque déjà qui a fait faillite. Bon. Donc si vous voulez, ce qu'ils ont inventé, ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'union bancaire et les mécanismes de résolution, tout ça a été transféré je dirais, des autorités de contrôle françaises à la BCE. Ça s'est fait en novembre dernier, dans le plus grand silence, dans la plus grande indifférence générale. Je vous dis, nous avons aussi perdu le contrôle de nos banques. Voilà. Donc ça fait quand même au moins 4 grandes souverainetés qui ont disparu. Et quand on perd ces grandes souverainetés-là, on n'est plus une nation comme le sont, par exemple, les États-Unis, comme le sont la Grande-Bretagne aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce que nous voudrions faire aujourd'hui? Et je vous le dis tout de suite parce que j'y pense. C'est que nous avons envie d'être comme les Anglais. Les Anglais, on pourrait les critiquer dans tous les domaines, mais en attendant, aujourd'hui, ils ont gardé leur forme d'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ont encore leur monnaie nationale, la livre sterling, ils ont leur banque centrale, la banque d'Angleterre, ils ont leurs frontières puisqu'ils sont hors des accords de Schengen, donc ils maîtrisent et ils contrôlent les flux notamment migratoires. Hein. Ils ont leur budget qui est commandé par leur Premier ministre qui est Cameron, et ils ont un gouvernement, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais qui défend d'abord les intérêts des Anglais avant ceux des autres. Bon, c'est tout ce que nous revendiquons, nous, comme condition, comme critère. On veut être des Anglais. Voilà. Dans l'Union européenne, on veut bien rester dans l'Union européenne aux mêmes conditions que l'Angleterre. Voilà. Bon. Donc, que je sache, c'est pas quand même le chaos social absolu en Angleterre. Et la meilleure preuve, c'est qu'en Angleterre, ils ont 2,80% de croissance économique, alors que nous, on tangente zéro. Hein? On a 6 millions de chômeurs, je vous le rappelle. Eux, ils en ont beaucoup moins, puisqu'ils ne sont pas loin même d'être près du plein emploi. Certes, beaucoup dans le domaine du service, dans le domaine de l'industrie bancaire, etc. Mais en attendant, je dirais qu'ils sont quand même beaucoup plus en meilleure situation que celle de la France. Alors, venons-en à l'euro. Vous avez vu que la semaine dernière, M. Gattaz en personne a mouillé la chemise parce qu'il voit la base de son mouvement, le MEDEF, qui commence à se poser certaines questions. Il est assez effrayé parce qu'un certain nombre de petits et moyens patrons se disent maintenant, mais attendez, est-ce que finalement Marine Le Pen n'aurait pas raison sur son programme économique? Il a tellement peur, et notamment il a réagi par rapport aux élections départementales, compte tenu de notre relative beau score quand même, en tout cas au premier tour, et même au deuxième tour, en termes de voix exprimées, qu'ils commencent eux aussi à s'affoler, et du coup ils envoient des attaques, ils vont avoir notamment au mois d'avril une offensive très importante
contre nous, contre notre programme économique. Là, on est de plus en plus demandé pour intervenir, pour expliquer, pour débattre avec des économistes souvent fumistes d'ailleurs. Et tout ça, il nous attaque en particulier sur l'euro. Alors l'euro, comme je vous l'ai dit, je veux dire, nous on veut passer à la nouvelle monnaie nationale. Il n'est pas question de revenir à l'ancien franc de 2001, c'est-à-dire à 6,56 pour 1 euro. Pourquoi? Parce que si on faisait ça, et qu'on revienne au franc dans ces conditions-là, ce serait une deuxième vague d'inflation que nous avons connue en 2002, 2003, 2004. Vous avez tous connu, ne serait-ce que, regardez le prix de la baguette. Combien valait une baguette en 2001? 3,65. Non, 2 francs 40. Moi je dirais 3 francs. Moi je dirais 3 francs. Non, non, moins que ça, 2 francs 40. Allez, on va dire en moyenne en France. Allez. 2 francs. Moi ça va dans mon sens que vous dites, hein, madame. Mais bon, allez, prenons 3 francs. Allez, partons sur 3 francs. Combien vaut une baguette aujourd'hui, une tradie aujourd'hui? 1,15 €. 6,50 €. 1,15 €. Bon. Voilà, ça dépend. Allez, en moyenne nationale, on va dire 1 euro. Bon. Combien vaut 1 euro? En équivalent de francs, d'anciens francs, 6,55. Donc 3 francs contre 6,55. Donc ça veut dire au moins 100% d'augmentation du prix de votre baguette en l'espace de 13 ans. Voilà. Est-ce que votre salaire a doublé en l'espace de 13 ans? Ou vos pensions, ou vos retraites, ou vos émoluments, etc. Je ne pense pas, enfin en tout cas c'est pas mon cas. Bon. Donc il s'est bien passé quelque chose. Et je vous parle de la baguette, mais c'est valable dans tous les domaines. Ils ont beau manipuler les indices statistiques en faisant entrer et sortir des produits du panier de la ménagère, mais enfin, quoi qu'il en soit, on voit bien qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat qu'il y a une quinzaine d'années. Bon, ça c'est un fait, et tout le monde s'en aperçoit. Donc pour éviter cette deuxième vague d'inflation, mais dans l'autre sens, c'est pour ça qu'on a inventé la parité de 1 nouveau franc français, hein, contre 1 euro monnaie commune. Parce que, contrairement à ce qui est dit dans les médias, nous ne voulons pas sortir radicalement de l'euro. C'est-à-dire qu'on va attendre que les choses, enfin si Marine, bien entendu, arrive au pouvoir, d'abord on va demander une réunion d'un sommet européen au niveau de l'Eurogroupe pour réunir nos partenaires de la zone euro et leur dire, écoutez, voilà, ce que je vous ai exactement dit sur le Royaume-Uni, nous voulons avoir les mêmes conditions que le Royaume-Uni. C'est-à-dire on veut avoir notre monnaie nationale, notre nouveau franc français. On veut contrôler notre politique monétaire, notre politique de change, on veut contrôler notre budget, on veut contrôler nos frontières, et on veut contrôler, avoir la supervision sur notre système bancaire national. Voilà, exactement comme l'Angleterre. Vous êtes d'accord? Pas de problème. Bon, bah, écoutez, on reste dans l'Union européenne, et puis on va remodifier les traités. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, on en tire les conclusions, on se retourne vers les Français. Marine lance un référendum auprès de la population et dit voilà, écoutez, voilà les conditions, nous n'avons pas pu obtenir les conditions de souveraineté que nous souhaitions, comme le cas du Royaume-Uni. Dans ces cas-là, nous vous demandons d'arbitrer. Voilà les avantages, voilà les inconvénients de ce que l'on veut faire. Donc notre nouvelle monnaie nationale, notre nouveau franc français, pour justement pouvoir financer l'économie réelle, pouvoir réindustrialiser progressivement notre pays, c'est-à-dire pouvoir d'abord revenir sur place en France toutes les entreprises qui se sont délocalisées depuis 10, 15 ou 20 ans, éventuellement financer une réindustrialisation du pays, hein, mais ça on aura les moyens puisqu'on aura à nouveau notre Banque de France. Vous comprenez l'importance d'avoir notre monnaie, notre politique monétaire, notre Banque de France, c'est justement de financer l'économie réelle, et bien entendu tout ça va irriguer l'ensemble de l'économie, les PME, les PMI, les artisans, les commerçants, les professions libérales, ça va recréer une spirale, je dirais, positive. Pourquoi? Parce qu'on arrivera à la financer, cette économie réelle. Parce que, comme aujourd'hui, il y a une carence de tout le système bancaire qui ne cesse que de se sauver et de faire des profits sur les spéculations, parce qu'il ne finance plus l'économie réelle, que ce soit les ménages ou les PME, PMI. Hein. Il y a un recul terrible de l'octroi au crédit. Bon, c'est bien pour ça qu'ils ont inventé la BPI, encore une fois au sein de la Caisse des dépôts, pour essayer de pallier en fait l'ensemble du système bancaire. Donc à ce moment-là, les Français se prononceront en toute logique si après avoir élu Marine, après avoir tenté de négocier avec l'Union européenne et qu'on n'a pas obtenu satisfaction et qu'on leur a expliqué les tenants et les aboutissants, en toute logique, moi je pense que les Français sont quand même relativement intelligents, ils vont répondre oui à un référendum de sortie de l'Union européenne. Auquel cas, si c'est le cas, eh bien nous reprenons l'ensemble de nos souverainetés et nous pouvons
financer donc l'ensemble de l'économie. Nous pouvons commencer aussi le désendettement de la France. Parce que depuis 40 ans, je vous l'ai dit, on est arrivé à peu près à 2000 milliards d'euros de dette. Ils n'ont pas remboursé ni un franc, ni un euro en 40 ans. En fait, ils ont fait une espèce de boule de neige qui roule devant elle. On réemprunte sur les marchés pour rembourser les dettes passées, etc. C'est un effet de cavalerie, quoi. C'est ce qu'on appelle en économie un effet Ponzi. Hein, c'est de la cavalerie. Bon. Mais c'est institutionnalisé, c'est bien fait, les budgets, les lois de finances sont bien votées comme il faut, je dirais à l'Assemblée nationale puis au Sénat, donc tout ça, ça a l'odeur et le goût de l'institution, mais en fait, ces gens-là ne savent faire que de la dette, c'est ça la réalité. Hein. Alors, voilà un petit peu ce que l'on veut faire. Et puis après, le fait de contrôler nos frontières, on va avoir un effet aussi tout à fait bénéfique, dans le sens où, depuis que la mondialisation s'est mise à l'œuvre, c'est-à-dire en grosso modo une vingtaine d'années, toutes les multinationales, notamment françaises, ont bénéficié de l'ensemble, par rapport à leurs profits, à leurs bénéfices qu'ils ont réalisés partout dans le monde. Ils ont utilisé notamment les paradis fiscaux, et en particulier, par exemple, le Luxembourg. Il se trouve que moi, je suis au Parlement européen, en tant qu'économiste, j'ai été désigné par Marine pour être à la commission économique, et récemment, je suis également membre de la commission d'enquête contre M. Juncker, enfin on ne le dit pas ça, mais moi je vous le dis, contre M. Juncker, qui en fait a organisé avec son paradis fiscal le Luxembourg, je dirais la défiscalisation des multinationales françaises notamment, et on est en train de faire tout l'inventaire au niveau de mon équipe, là, à l'heure actuelle, pour tenter de récupérer tout ce qui a été détourné de ce qui aurait dû être imposé depuis 20 ans dans les recettes fiscales françaises, et ce qui se monte à des centaines de milliards d'euros. Vous voyez, donc, avec notre modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent, il ne s'agit pas de claquemurer la France, de faire une ligne Maginot, comme j'ai vu dans l'Opinion la semaine dernière, vous repreniez la page de garde de l'Opinion, c'était la ligne Maginot, tout autour de la France, et puis plus personne ne passe. Bon. Non, c'est des barrières douanières. Les barrières, elles sont faites pour s'ouvrir, pour se fermer. Quand c'est bon, on ouvre, quand c'est pas bon, on ferme. Quand la Chine veut nous inonder de ses produits à bas coût, avec des conditions, je dirais, de concurrence déloyale, ne serait-ce que l'Europe de l'Est d'ailleurs, hein, qui sont hors zone euro, ils font de la concurrence déloyale par rapport à nous, c'est pour ça que nos entreprises font faillite, ferment, ne sont plus compétitives. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas les mêmes, c'est tout à fait déloyal. Donc avec notre patriotisme, notre protectionnisme intelligent, nos frontières, on rétablit des contrôles, des barrières douanières, on applique éventuellement des tarifs douaniers pour rétablir le juste équilibre entre les produits qui viennent du fin fond du monde et qui sont à bas coût, pour justement éviter de noyauter et de continuer de détruire notre appareil productif français. Parce que sinon, à ce rythme-là, dans 5 ans, on est un musée, quoi. C'est ça qu'il faut dire. On ne sera plus qu'une industrie de services, où d'ailleurs même les services sont en train de ficher le camp, parce que les grandes entreprises, les grands groupes de multinationales qui sont cotés au CAC 40, ils font faire leur comptabilité en Inde. Ils ne la font plus faire en France. Même par les cabinets d'expertise comptable. Même la comptabilité. Même les ressources humaines. Tout est en train de quitter le territoire. C'est ça la réalité. C'est pas pour rien qu'on a 5 millions de chômeurs réels, si vous voulez. Hein. Donc voilà, l'euro, c'est, je dirais, la clé de voûte, enfin plutôt le franc français, hein, le nouveau franc français, c'est plutôt la clé de voûte de notre programme de patriotisme économique. Si vous nous retirez ça, tout notre dispositif s'effondre. Voilà, il faut le dire. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de la monnaie. Et toutes les caricatures que vous pouvez entendre dans la presse, de ce serait une folie. Moi, je me rappelle même des vœux de M. Sarkozy. Moi, j'étais outré quand il a sorti ça. Vous vous rendez compte, certains candidats à la présidence de la République vous soutiennent l'idée de sortie de l'euro. Ce serait une folie, ce serait une catastrophe. La dette doublerait, triplerait. Donc c'est-à-dire qu'on passerait grosso modo à 3 000 ou 6 000 milliards d'euros de dette. Enfin, des chiffres hallucinants, c'est n'importe quoi. Nous, on a chiffré ça. Je vous garantis que, d'abord, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les choses ont beaucoup évolué en une année. C'est-à-dire que nous étions, le niveau de l'euro par rapport au dollar, il y a un an, en mars 2014, nous étions à peu près à 1,38, 1,39.
nous sommes à l'heure où je vous parle à 1,06, on va dire 1,05. Ça fait une baisse à peu près de 22, 23, 24%, disons 25% de dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Bon. Ben, il se trouve que ça tombe pile poil avec ce que l'on veut faire. Nous, si on passe à la monnaie, au nouveau franc français, on veut faire une dévaluation de 25%, comme par hasard. Ça tombe bien, non? Et est-ce que depuis un an, vous avez vu une catastrophe sur la dette? Est-ce qu'elle est passée à 4 000 milliards d'euros? Non. Elle est toujours malheureusement à 2 000 milliards, elle progresse très vite, hein, mais il n'y a pas eu d'explosion de la dette, en tout cas brutale. Bon. Donc déjà, les arguments qu'on nous donne depuis des années, déjà tombent d'eux-mêmes. Bon. Après, on vous dit, oui, mais alors l'épargne dans les banques, avec la dévaluation, ça va être une catastrophe pour les épargnants, pour les gens qui ont de l'argent sur leur compte bancaire, etc. Est-ce que vous voyez des files d'attente à l'heure actuelle devant les agences bancaires pour venir retirer leur argent? Non, pas encore, ça va arriver. Ça va arriver. Mais pas pour l'instant, pas en tout cas depuis un an. Donc, voilà, donc tous leurs arguments pseudo-techniques sont en train de tomber les uns après les autres. Donc si vous voulez, les événements nous donnent de plus en plus raison. D'autre part, comme je vous l'ai dit, ça va tellement bien et le système bancaire de l'Europe va tellement bien et l'euro va tellement bien que nous avons le président de la Banque Centrale Européenne, M. Mario Draghi, hein, anciennement, pour vous donner un ordre d'idée, vice-président de la banque Goldman Sachs, la banque d'affaires de Wall Street, donc il était vice-président Europe de Goldman Sachs. Vous savez, c'est ceux qui ont menti sur les comptes, les comptes publics de la Grèce pour permettre à la Grèce de rentrer dans la zone euro il y a 15 ans. Bon, ce sont les mêmes qui aujourd'hui dirigent les institutions européennes. C'est comme ça, vous avez eu M. Monti en Italie il y a 3 ans, qui a été nommé par l'Union européenne, qui est un ancien de Goldman Sachs. Vous aviez le Premier ministre il y a 3 ans aussi de Grèce, M. Papandemos, qui est le vice-président de la BCE, un ancien de Goldman Sachs. Monsieur Draghi, comme je vous le dis, ancien de Goldman Sachs. C'est curieux. Aux endroits clés, on n'a que des gens des banques d'affaires américaines, et en particulier Wall Street. Bon, il faut quand même s'interroger. Bon. Donc, si vous voulez, le fait de reprendre le contrôle là-dessus, ça va nous permettre, si vous voulez, de contrôler nos systèmes bancaires, notre politique monétaire, notre politique de change, et surtout de financer notre économie. Et comme je vous le disais, ça va tellement mal au niveau de la situation actuelle, qu'ils essaient d'acheter du temps en permanence. Donc la Banque Centrale Européenne, il y a déjà, depuis fin 2011, début 2012, avait déjà injecté 2 fois 1000 milliards d'euros pour sauver, encore une fois, le système bancaire, comme je vous le dis, qui est au bord du gouffre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ça fait déjà 2-3 ans. Et là, pour sauver encore l'euro, parce que ça va, comme je vous le dis, pas très bien au niveau du niveau de l'euro, eh bien, ils ont lancé ce qu'on appelle pudiquement le plan de quantitative easing. Alors, quantitative easing, ça veut dire en anglais la planche à billets. Voilà. La planche à billets pour un montant d'environ 1140 milliards d'euros pour 18 mois. Donc, ils ont acheté 1 an et demi, en fait, de maintien du système avant qu'il s'écroule. Voilà. Donc, tout ça, alors techniquement, je ne vous rentre pas trop dans la technique, mais si vous voulez, le fait d'avoir fait déjà ça, qui est interdit par le traité de Lisbonne, je vous le dis d'ores et déjà, c'est-à-dire ils font des traités et des règlements qu'ils n'ont de cesse de s'asseoir dessus, en fait. Hein. Donc sur le traité de Lisbonne, le financement en direct d'un État membre est interdit. Ils le font quand même, parce que voilà, c'est une question de survie. Bon. Et donc, le fait de l'avoir fait, non pas au niveau de Francfort, la BCE, mais de l'avoir décentralisé, c'est-à-dire renationalisé au niveau des banques centrales nationales, donc pour la France, la Banque de France, eh bien, M. Draghi vient de mettre fin à l'euro, monnaie unique. Donc, depuis le 9 mars dernier, voilà, ayez bien ça en tête, l'euro, monnaie unique, est mort. Nous sommes à mi-chemin, nous sommes déjà dans l'euro, monnaie commune, c'est-à-dire qu'on a tous à peu près la même monnaie voilà, je dirais, d'échange, mais ce n'est plus la monnaie unique qu'on nous a vendue en 2002. Voilà. Donc ça, c'est un mensonge institutionnel, et nous sommes les seuls à le dire. Voilà. C'est inéluctable. L'euro va s'effondrer définitivement, il recule l'échéance. Il faut savoir que nous travaillons avec des gens qui sont au sein des institutions, à la Banque de France, à la Banque Centrale Européenne, et nous sommes tout à fait d'accord, nous travaillons en groupe de travail restreint, nous sommes d'accord sur les conclusions.
l'euro ne pourra pas survivre. Et dans l'histoire, reprenez toute l'histoire des monnaies, aucune union monétaire n'a survécu dans toute l'histoire des monnaies. Voilà. Si, il n'y en a qu'une seule. L'or. Voilà. Donc toutes les autres qui ont été construites artificiellement par des États dans des zones et dans des unions, je dirais, un peu virtuelles et artificielles, n'ont jamais survécu. Prenez l'Union latine, elle a duré quoi, 28 ans, je crois, puis elle a disparu. Donc l'union monétaire de l'euro disparaîtra comme les autres. C'est une question de temps. Donc, nous, on a la chance de le savoir au Front National, parce que nous vous disons la vérité. Ça veut dire que vous avez la possibilité de vous organiser, de vous prendre vos dispositions à titre personnel, pour, je dirais, là c'est des conseils, je dirais, entre amis, hein, de s'organiser pour ne plus faire confiance à votre banquier, de ne pas rester dans l'Union européenne et dans la zone euro, hein, en termes de système bancaire, à moins d'aller dans des banques publiques garantie par l'État derrière, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, sachez que l'euro disparaîtra. Et moi j'ai même interrogé M. Draghi la semaine dernière, puisqu'à ma commission économique, on l'a en face de nous et on peut l'auditionner. Je lui ai dit, mais M. Draghi, quand est-ce que vous l'avez dans les bulletins? Je fais un bulletin économique toutes les semaines en vidéo, si ça vous intéresse. Et je lui ai dit, mais quand est-ce que vous allez annoncer la fin de l'euro, monsieur Draghi? Alors bien entendu, il fait une pirouette, parce que vous pensez bien qu'il ne peut pas l'avouer. Ils le savent pertinemment. Parce que le problème, quand vous faites des opérations, des interventions lourdes comme il fait avec ces 1100 milliards d'euros pour sauver l'euro, c'est que ce n'est pas le problème de rentrer dans un programme comme ça, c'est d'en sortir. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, ils rachètent des titres dans les banques privées, pour éviter qu'elles tombent, des titres de dette des États. Mais ils achètent aussi beaucoup de dettes pourries. Je vous passe les noms un peu techniques, mais c'est beaucoup des dettes et ce qu'on appelle des junk bonds en anglais, des dettes pourries qui ne valent rien, qui valent que parce que le système donne encore un peu de confiance. Mais voilà, donc tout repose sur du vent et sur du papier, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Hein. Voilà, donc en substance, l'euro est en sursis, préparez-vous, tôt ou tard on va avoir raison, politiquement c'est dur à tenir. On est chargé justement de faire cette pédagogie-là auprès de nos militants, auprès des gens qui nous entourent, et vous verrez, nous aurons raison à terme. Maintenant, quand? Je ne sais pas, mais leur système, de toute manière, est programmé pour s'écrouler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci, monsieur le député. Maintenant, nous allons passer aux questions. Donc, je vous rappelle, je vous demande de ne parler que quand on vous donne la parole pour être plus rapide, plus efficace. Arnaud, déjà pour commencer. Alors, première question, qu'est-ce qu'on peut répondre à des gens qui ont a priori la tête bien faite, qui sont soit analystes, soit patrons des analyses dans des grandes boîtes d'analystes financiers qui donnent les notes souveraines aux États, comme Standard & Poor's, pour ne pas les citer par exemple, ou des gens qui travaillent dans des banques sino-londoniennes, pour ne pas la citer, comme HSBC, qui disent si on perd l'euro, on est morts tous. Alors déjà les économistes, ceux qui font la notation des États souverains... Alors là, déjà, bon, ce qu'il faut bien avoir comprendre, c'est que les agences de notation, que ce soit Standard & Poor's, Moody's, Fitch, etc., ce sont ceux qui sont chargés de prendre la température, vous voyez, du malade. Bon, donc ça veut dire que d'abord ce sont les agences de notation de nos créanciers, de nos débiteurs, pardon. Hein. Donc déjà, ça a beaucoup moins de valeur que ceux qui sont du côté créancier. Alors, deuxièmement, ceux qui disent ça, ils travaillent chez HSBC, et il se trouve que HSBC, c'est une banque internationale qui est basée en Angleterre. Et en Angleterre, ils ont la livre sterling. Et est-ce que c'est la catastrophe? Bon, voilà. Donc ils prêchent, tous ces gens-là. En général, tous ceux qui prêchent et qui colonisent les plateaux de télévision, il faut voir chez qui ils émargent. La plupart du temps, ils sont chez la banque Lazare, la banque Rothschild, ils travaillent pour tel organisme, l'OCDE, pour telle institution nationale, bien entendu, qui défend les intérêts du système. Bon, du système privé, pour maintenir le statu quo, si vous voulez. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Hein. On ne voit jamais... Moi, j'ai un inventaire d'environ à peu près 48 économistes mondiaux, dont 10 prix Nobel, qui disent exactement la même et qui parlent comme nous.
je tiens à votre disposition cet inventaire-là. Bon, j'en fais partie, donc ça fait 47, mettons. Bon. 47 économistes français, européens, internationaux, dont 10 prix Nobel. Voilà, qui disent que l'euro est non viable tel qu'il a été construit, et que de toute manière, il n'y a que les monnaies nationales qui peuvent survivre, je dirais, dans des situations de crise. Voilà. Donc, ils défendent leurs prébendes, ils défendent leurs intérêts d'abord, et ils n'ont que faire des intérêts de la population, parce qu'au final, c'est qui assume les pertes, notamment des banques? C'est toujours le contribuable, dans toutes les situations. En 2008, quand le système bancaire était proche de vaciller, et qu'ils ont tiré le signal d'alarme de Sarkozy, Sarkozy a ouvert les vannes de 360 milliards d'euros, 40 milliards en cash que vous avez dans nos déficits aujourd'hui et que vous payez dans vos impôts, et 320 milliards de garantie de l'État pour sauver les 5 grandes banques françaises qui menaçaient de faillite. C'est ça qu'on ne vous dit pas. Voilà. Et que l'on porte aujourd'hui. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que l'euro, on dit combien ce serait la catastrophe si on passait au nouveau franc. Mais combien a déjà coûté le sauvetage de l'euro depuis 5 ans? 525 milliards d'euros rien qu'à la France. Alors tout n'a pas été engagé. On n'a payé que 71 milliards environ déjà dans les déficits que l'on paye dans nos impôts en ce moment. Hein. Mais il y a 450 milliards derrière qui ont été donnés en garantie pour sauver l'euro et le système monétaire, notamment 46 milliards en plan de soutien de la Grèce depuis 4 ans. Voilà. Et donc, quand il y en a certains qui disent « mais oui, il faut annuler la dette », mais attendez, vous annulez la dette, ça veut dire que vous vous asseyez sur 50% du remboursement de la dette, et donc ça va impacter vos impôts. Voilà. Donc, tous ces gens-là parlent pour leur système privé, personnel, ils défendent leurs intérêts personnels. Nous, on a une vocation de défendre d'abord la notion d'état de droit, parce que la France, nous considérons notre vision, je dirais, étatique dans le cadre d'un état de droit, c'est-à-dire que si la France a 2000 milliards d'euros de dette, bien entendu qu'elle a engagé sa signature face à des créanciers, mais on veut la rembourser. C'est pour ça qu'on a construit ce qu'on appelle le plan de désendettement, et c'est pour ça qu'on a besoin de notre politique monétaire nationale pour tous les ans rembourser une partie de la dette, continuer à rembourser notre charge de la dette, qui est en grosso modo à l'heure actuelle de 45 milliards d'euros par an. C'est quand même 2/3 du déficit annuel. Hein. On est à 80 milliards, on est à, oui c'est ça, un peu moins de 2/3. Et la troisième partie, c'est de garder 10 milliards pour relancer l'économie nationale, financer la réindustrialisation. Mais on raisonne dans l'intérêt général, le bien commun, nous, avec le patriotisme économique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de notre monnaie et qu'on a besoin de nos frontières, pour éviter cette hémorragie dont je vous parlais de 200 milliards d'euros par an qui filent sur les marchés financiers et qui vont enrichir HSBC, Barclays et toutes les grandes banques que vous pouvez imaginer. Et qui est très amusant, entre parenthèses, parce qu'il y a eu un test de résistance qui a été rendu public il y a 10 jours par la Réserve fédérale américaine, qui est la banque, l'équivalent de la Banque de France, mais aux États-Unis, à la Fed, qui ont dit que HSBC, BNP Paribas et Royal Bank of Scotland étaient des banques qui, en cas de prochain choc systémique qui va arriver, comme je vous l'ai dit, eh bien, qui vont faire faillite. Voilà. Alors que nous, nos tests qui ont été faits au mois d'octobre par la BCE disent non, non, tout va très bien. Nos banques sont solides. Mais c'est pas vrai. Monsieur. Oui, alors, il se trouve que je suis banquier. Donc, sincèrement, je vous écoutais. On n'aura pas de nom. On n'aura pas de nom. Mais je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt. Je vous avoue que j'ai quand même un peu de mal avec une bonne partie de ce que j'appelle une théorie complotiste. C'est-à-dire les banques liguées contre le peuple. Quoi. Enfin, franchement, j'y crois pas du tout. Mais comme ça nous emmènerait dans un débat trop long. Il y a quand même des aspects sur lesquels je voudrais revenir. Alors d'abord, vous avez dit, c'est très grave de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les banques françaises sont au bord de la faillite. C'est extrêmement grave de dire une chose comme ça, et c'est absolument, à mon avis, faux. Grave non, mais réel. Bon, vous avez par exemple dit que BNP Paribas, pour ne pas la nommer, n'avait pas réussi son stress test de la Fédérale Réserve. C'est pas moi qui le dis. Non, vous confondez deux choses. Vous confondez le stress test, et qui n'a absolument pas failli. On a simplement, dans le système bancaire, les banques centrales demandent aux banques de leur expliquer ce qui se passe si elles font faillite. Et ce que la Fédérale Réserve a critiqué, c'est le mode de liquidation des actifs, en particulier les dérivés, c'est extrêmement compliqué, et
comment, en quelle durée, avec quelle durée la banque arriverait à dénouer tous ses actifs pour pouvoir rembourser ses créanciers. Donc ça n'a rien à voir avec le stress test, et je trouve ça extrêmement grave de mettre en cause, alors que ce soit BNP Paribas ou une autre, une des grandes banques françaises. Bon. Ce que je voudrais rajouter, c'est que vous dites, finalement, c'est l'euro qui a tué l'économie française. Bon. Le problème, c'est que l'euro n'a pas tué l'économie allemande. L'euro n'a pas tué l'économie allemande, elle n'a pas tué l'économie autrichienne, et elle n'a pas tué les économies qui étaient bien gérées. On peut vous démontrer très facilement que l'un des problèmes de l'économie française, c'est ces charges patronales qui sont excessives. C'est malheureusement une dérive de nos coûts salariaux qui ont tué notre économie. Et ça, c'est une vérité. Et on peut effectivement vouloir continuer à dépenser 32% de notre PIB à la dépense sociale, 32% de notre PIB à la dépense sociale, quand l'Allemagne en dépense 26%. Allez vous promener en Allemagne, c'est pas un pays où les gens meurent de faim dans la rue. Il faut quand même les hôpitaux sont... Il y a 15 millions de pauvres en Allemagne quand même. Il y a 15 millions de pauvres. Écoutez. Oui, oui, merci de ne pas couper, s'il vous plaît, entre les interventions. On ne va pas s'en sortir, merci. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais vous avez parlé... Alors, là où je vous ai trouvé vraiment intéressant, c'est que vous avez parlé de la Grande-Bretagne. Alors ça tombe bien parce que j'ai un fils qui y travaille. Bon. Alors, le problème de la Grande-Bretagne, c'est qu'on ne peut pas prendre... C'est trop facile de prendre ce qui va sans prendre ce qui va avec. Bon. La Grande-Bretagne a effectivement sa monnaie. Le problème, c'est qu'elle a un système social et un droit du travail qui n'a strictement rien à voir avec le nôtre. C'est la flexibilité, le coût horaire industriel en Allemagne. Je sais, mon fils travaille dans l'industrie, heureusement. Il n'est pas heureusement à ces coûts-là, mais c'est 22 € de l'heure. Chez nous, on est à 37. Bon. Quand il y a des statistiques très intéressantes qui montrent, par exemple, l'évolution du coût du travail entre l'Allemagne et la France entre 2002 et 2010. L'Allemagne a eu une évolution du coût du travail très modérée. Elle a réformé son marché du travail de façon considérable, alors que nous, on est parti dans une dérive. On a eu les 35 heures qui ont joué de façon très très forte, le SMIC qui a continué à augmenter, et un des droits du travail qui fait que les gens préfèrent délocaliser ou fermer que d'embaucher en France. Ça, c'est une réalité, vous n'en parlez jamais. Tout est de la faute de l'euro. Alors, bon, donc l'Angleterre, moi je veux bien, mais il faut prendre l'Angleterre avec ce qui marche, c'est-à-dire aussi sa très grande flexibilité, qu'il faudra mettre sur la table. Parce qu'on ne va pas dire aux Français, on va prendre le modèle anglais, mais sans ce qui fait marcher le modèle anglais, c'est-à-dire son extraordinaire, comme j'ai dit, flexibilité et son ultra-libéralisme. Parce que moi je veux bien qu'on prenne M. Cameron comme exemple. Mais alors, M. Cameron, c'est l'ultra-libéral. Hein. Bon. Et je vais finir sur deux petits sujets, si vous me permettez, après je me tais définitivement. Vous avez... Je vais vous répondre quand même. Ah, non, bien sûr. Non mais c'est un débat très intéressant, franchement, et ce que vous avez dit est de très haut niveau. Vous avez parlé de Chypre. Alors ça, franchement, ça m'a un peu énervé quand vous avez parlé de Chypre. Ça m'a un peu énervé parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement, on a dépossédé partiellement les exilés fiscaux ukrainiens et russes. Voilà ce qui s'est passé. Et si vous vouliez que ce soit les Européens qui aillent sauver les dépôts des exilés ukrainiens, des exilés fiscaux et pas seulement fiscaux, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'argent sale à Chypre, moi sincèrement, je suis ravi que les Ukrainiens et les Russes qui ont pillé leur pays hein, aient perdu de l'argent à Chypre. J'en suis absolument ravi. Bon. Enfin, il y a quand même un détail technique très important. Vous dites, on va annoncer aux Français qu'on va choisir notre nouvelle monnaie nationale et qu'on va dévaluer de 25%. Monsieur Monod, vous êtes plus qualifié que moi là-dessus, vous savez très bien ce qui va se passer. Vous annoncez ça et vous avez des fuites de capitaux colossales. Colossal. Les gens qui ont de l'argent, je ne parle même pas des gens, les entreprises, les institutions financières, tout ça, vont faire sortir leur fric par tous les moyens. Donc vous allez devoir revenir à la situation de contrôle d'échange des années 80. Bon. C'est quand même... Ça va quand même être... Donc, moi je ne dis pas que revenir aux francs c'est de la folie. Je dis simplement que malheureusement, je le pense, on est un peu comme Cortés, on a brûlé nos vaisseaux. Rentrer dans une monnaie, surtout une monnaie qui est devenue la deuxième monnaie de réserve du monde, il faut quand même. Ah bah si, c'est un fait. Bon. En sortir, mais comment vous faites? Quand un Français veut sortir de l'euro, deux ne veulent pas. Et c'est pareil à peu près dans toute l'Europe, dans les 19 pays. Comment on va expliquer, non seulement aux Français, mais aux autres, qu'il faut sortir de l'euro, qu'il faut démanteler l'euro. Donc voilà, moi ce que vous dites, bon à part ce que vous dites sur les banques, qui à mon avis est tout à fait excessif, mais sincèrement, ça va être techniquement extrêmement compliqué. Et je pense que nos opposants vont faire peur aux Français, et avec succès, en leur expliquant que ce qu'on cherche à faire est dangereux, extrêmement compliqué, et qu'il vaut mieux faire confiance à cette bonne vieille UMP-UDI, qui, bien sûr, a quelques travers, mais non, mais
Non mais, alors, je ne vous cache pas que sur plein d'autres sujets, je suis d'accord avec vous. Sur le protectionnisme, sur l'immigration, évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais sincèrement, sur l'euro... Vous n'êtes pas adhérent de l'UMP, c'est ça? Hein? Vous n'êtes pas adhérent de l'UMP? Je l'ai été, mais c'est vrai qu'en 2011, quand j'ai vu Marine Le Pen arriver, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup d'essayer. Mais maintenant, c'est vrai que sur les théories économiques, je suis un peu plus inquiet. Et maintenant, je vous laisse écouter, c'est très intéressant, merci. Vous avez raison, c'est très intéressant. Donc je vais vous répondre point par point. D'abord, merci de m'interpeller là-dessus, parce qu'on va un petit peu plus au fond. Sur le système bancaire, vous considérez d'abord que la France est toute seule et qu'elle n'est pas dans un ensemble mondial où ce serait que en France qu'il y aurait la catastrophe et qu'ailleurs tout irait très bien. Moi je vous le dis, monsieur, et puis après je vais expliquer point par point. La situation dans laquelle on va arriver dans quelques années, ce sera la banqueroute universelle, monsieur. Vous avez parlé des produits dérivés. Combien y a-t-il de produits dérivés dans le monde? Donnez-moi un chiffre. Des milliers de milliards. 500 000 milliards de dollars. 500 000 milliards de dollars. C'est de la folie, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, grosso modo, c'est 50 fois ce que représente... Qu'est-ce que je dis 50 fois 100 fois ce que représente aujourd'hui l'économie réelle. Vous pensez que ça va durer longtemps comme ça? Et où sont ces 500 000 milliards de dollars? Comme par hasard, dans les banques privées. Bien. Et où elles sont dans les banques privées? Dans les hors-bilans, parce qu'ils n'osent même plus les montrer dans les bilans. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Bien. Donc, moi, je suis un quand ça va... de l'économie réelle, donc je ne suis pas dans ce monde-là. Voilà. Donc, quand ça va claquer, je vous garantis que les banques, on va les entendre tomber. Voilà. Et si ce n'était pas vrai ce que je dis, pourquoi, de toute urgence, ils ont mis en place à Chypre, comme vous le citiez tout à l'heure, ce moyen pour éviter que Chypre, qui est un des pays de la zone euro, ne tombe et entraîne tous les autres. Ils ont mis en place ce système de toute urgence, ce dont je vous parlais, le buy-in, c'est-à-dire prendre l'argent, confisquer l'argent sur le compte des clients. Bon. Et je vous signale que le 15 avril, il y a un an, ça a été voté à l'Union européenne. L'union bancaire, les mécanismes de supervision et de résolution des faillites a été mis en place de toute urgence dans les 28 pays de l'Union européenne. De toute urgence. Expliquez-moi pourquoi. Tout simplement parce que, comme vous le savez, dans le monde financier, vous avez des effets de panique. Pour faire simple, une banque, ça a 10% de capital, 90% de dette. Bon. C'est l'animal économique le plus endetté qui existe. Bon, c'est une réalité. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de crédit. Soyons honnêtes. Bon. Donc moi, vous avez tout à fait raison. Bon, sur votre critique du monde des dérivés, vous avez entièrement raison. Là-dessus, il n'y a aucun débat, c'est absolument dément. Bon. Mais je trouve au contraire que la réaction des organismes européens a été extrêmement robuste et qu'elle a empêché justement qu'une panique s'installe. On ne peut pas reprocher aux gens de s'organiser pour empêcher la panique et puis en même temps leur dire, vous comprenez, on est obligé de lutter contre la panique. Enfin, je veux dire... Oui, sauf quand les risques sont partagés par tout le monde, monsieur, et pas toujours en permanence sur les contribuables. Parce que c'est comme ça que ça va se terminer. Mais c'est notre argent, d'accord, mais c'est justement, c'est parce que c'est notre argent qu'on y tient. Et c'est justement l'argent et l'épargne et les dépôts des Français. C'est pour ça qu'on est chargé de les défendre. Donc nous, dans notre programme économique, si une banque tombe, c'est très simple. On met en place une procédure de règlement judiciaire, l'État est en garantie derrière, on fait la séparation bancaire, on sauve les dépôts et l'épargne dans les banques de dépôt et les établissements de crédit. Donc les banques, vous travaillez, monsieur, et les BFI, les banques d'investissement qui ont spéculé avec l'argent des autres, eh bien, ils assument leurs pertes. Voyez, mais ce n'est pas à l'ensemble de la communauté à payer la facture. Parce que quand ils gagnent de l'argent, des profits, c'est pour eux, quand il y a des pertes, c'est pour la collectivité. Ça, et à un moment donné, il faut être éthique. Voyez, bon, donc, notre programme, il est très cohérent pour ça. Donc moi, je vous le dis, et je confirme ce que je dis, parce que monsieur, c'est difficile pour lui, parce qu'il tient le discours dominant qui est tenu par l'UMP, le PS, où ce serait la catastrophe, où c'est pas vrai, etc. Moi, je vous le dis, je maintiens tout ce que j'ai dit. Le système est insolvable. À terme, il va s'écrouler. Et c'est bien pour ça qu'ils prennent toutes les mesures, à la fois pour sauver l'euro, à la fois pour sauver l'ensemble du système bancaire, et qu'ils ont mis tout ce dispositif en place. Et ils n'hésiteront pas à appuyer sur le bouton. Il y a même une recommandation du FMI de prélever 10% de taxation sur l'ensemble de l'épargne des Français pour payer la dette.
Voilà, moi je vous sors la dépêche du FMI. C'est déjà le cas. Voilà, donc je n'invente pas les choses, monsieur. Et j'ai la chance d'être aux premières loges dans les commissions au Parlement, avec monsieur Draghi en face, monsieur Moscovici, il y a 2 jours que j'ai interviewé, où je lui ai posé la question. Mais et qu'est-ce que vous faites aussi de l'ensemble des fraudes fiscales organisées par le Luxembourg et les multinationales françaises depuis plus de 20 ans, Ça, c'est un sujet. voilà, qui ont spolié les recettes fiscales des Français et qui se traduisent par justement les sacrifices et les politiques d'austérité que les gens dont vous parlez veulent nous imposer. Car aujourd'hui, ils veulent nous imposer 80 milliards de pacte de responsabilité. C'est quoi? C'est l'austérité qui commence à peine à démarrer. Dans 3-5 ans, on est des Grecs et des Chypriotes. C'est ça que je veux vous faire comprendre. On est déjà des Grecs et des Chypriotes. Non, on n'a pas commencé, monsieur. La crise n'a pas encore frappé. Elle arrive. Voilà. Mais ce que je veux dire, il y a des solutions pour en sortir. Et c'est notre programme de patriotisme économique qui a été, je vous garantis, d'abord construit par des gens de l'art, qui viennent du même milieu que vous, monsieur, mais qui a un autre logiciel, un autre mode de pensée, et on a pris les éléments les uns après les autres pour en faire un corpus, un tout, qu'on a baptisé patriotisme économique et protectionnisme intelligent, pour justement mettre la France à l'abri de cette banqueroute qui va plonger sur nous dans les années qui arrivent. C'est une certitude. Les fameux 500 000 milliards, notamment, de produits dérivés. Voilà, vous n'avez pas de réponse à ça. Voilà, je vous garantis qu'une volatilité de 3% de 500 000 milliards, ça bouffe tous les fonds propres de tout le système bancaire mondial. C'est pour ça qu'il faut sauver le système avec les États membres. Madame, ensuite Andrew et mademoiselle. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport à l'incidence de ces politiques sur le chômage. Et bon, on voit que le chômage en France, par exemple, en Italie, explose, et en Espagne. Et ce chômage, il coûte très très cher. Je veux dire, il coûte cher à la nation, il coûte cher au gouvernement. Et plus il va y avoir de chômage, plus donc il va falloir payer des chômeurs, et il va y avoir en même temps une baisse de la consommation, et donc au final, je veux dire, ça va créer une situation explosive. Donc je veux dire, bon là on est, je sais pas, vous avez parlé de pourcentage de chômage, mais à un moment donné, l'État il pourra plus financer par exemple Pôle emploi, le RSA, je veux dire des organismes comme la santé, je veux dire on va arriver à un point où ça sera impossible. Ça prolonge un petit peu la remarque de monsieur. L'euro nous a rien coûté, mais il nous a coûté des chômeurs. On a quand même pris 2,5 millions de chômeurs en l'espace de 13 ans entre Sarkozy et Hollande, et emplois industriels, des emplois qui sont hautement productifs. Bon, tous ces gens-là, non seulement ils pèsent sur les comptes sociaux de l'UNEDIC, etc., mais en plus de ça, c'est tout ce qui n'est pas créé en richesse et en productivité annuelle. Pourquoi on a une croissance, vous dites que ça n'a rien coûté, mais en termes de croissance économique, on tangente le zéro dans la zone euro et en particulier en France. Ça nous a coûté en croissance, ça nous a coûté en pouvoir d'achat, ça nous a coûté en envolée de la dette, ça nous a coûté en emploi. Car tous ces gens qui ne sont pas en emploi coûtent à la collectivité. Et deuxièmement, je dirais, ils ne cotisent pas pour maintenir les régimes sociaux et l'ensemble du système de protection sociale. Donc quand vous dites que les charges sont trop élevées, oui, je suis d'accord. Mais vous constatez un problème en aval, mais le problème en amont, c'est parce qu'on nous a siphonné la richesse avec un instrument qui est l'euro. En grande partie, il n'y a pas que ça, je vous l'accorde. Mais c'est l'ensemble du modèle économique qui est destructeur des richesses nationales. Juste un exemple, il y a 25 ans, on avait environ 10% de part du PIB qui venait du travail et qui passait au capital. 10% du PIB, c'est 200 milliards d'euros, c'est le montant dont je vous parle depuis tout à l'heure. 200 milliards d'euros qui sont une hémorragie annuelle et qui fait qu'on le compense par l'envolée de la dette et la variable d'ajustement étant le chômage. Et pourquoi
pourquoi ils luttent contre l'inflation et ils ont sacrifié les chômeurs, parce qu'on les fait passer pour des coupables. Écoutez les discours de M. Rebsamen et de tous les ministres du Travail des gouvernements précédents. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Les Français sont des feignants, les chômeurs sont des feignants, ils ne veulent pas travailler pour... Mais travailler pour combien? Pour quel salaire? Est-ce qu'on accepte de travailler pour 800 ou 900 euros par mois? Moi j'ai discuté avec un député allemand qui n'a pas le minimum de salaire en Allemagne, ça n'existe pas, ils cherchent à le mettre en place, etc. Je discute avec eux, à combien voyez-vous le niveau? Ils vous disent 620 euros. Voilà. Combien gagne, vous dites que c'est formidable en Allemagne, combien gagne une caissière dans un supermarché en Allemagne? 450 euros par mois. Vous vivez avec 450 euros par mois? Il faut avoir 2 métiers pour ça, monsieur. Moi, c'est pas le modèle social français que je veux pour mes compatriotes. Donc voilà pourquoi on n'est pas d'accord. Voilà. Et puis, ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est qu'ils ont fait une dévaluation compétitive cachée, en augmentant la TVA et en diminuant le coût du travail, justement. Donc, quand vous combinez les deux mesures, ça fait une dévaluation sur le territoire. C'est pour ça qu'ils sont si compétitifs, les Allemands. Deuxièmement, ils ont une autre parade, les Allemands, c'est qu'ils ont tout le long de leurs frontières des pays de l'Est, ils ont la Tchéquie, ils ont la Slovénie, ils ont la Lituanie, la Lettonie, etc. Et comme par hasard, les grands groupes industriels allemands font fabriquer toutes leurs pièces là-bas, et Volkswagen fait assembler l'ensemble de ses véhicules sur le territoire allemand. Mais c'est pas fabriqué en Allemagne, c'est fabriqué à bas coût par des travailleurs qui ne sont pas allemands. Ça, on ne vous le dit pas, ça, dans la recette. Comment ils ont un commerce extérieur de 200 milliards d'euros? C'est ce que je vous dis, parce qu'ils ont fait premièrement une dévaluation, et ils sont compétitifs grâce à leur Interland, c'est-à-dire qu'ils font fabriquer hors de la zone euro, voilà, pour ensuite pouvoir exporter. Et si vous appelez ça de la concurrence loyale, je sais pas quelle définition vous avez de la loyauté, quoi. Non, ils sont tout à fait déloyaux commercialement vis-à-vis de tous leurs partenaires de la zone euro, et en particulier de la France. Voilà. Merci Bernard. Mademoiselle. Bonsoir, Marie, je suis consultante RP. J'étais bien gâchée. RP, c'est relations publiques. Tout à fait. J'avais une question. Allez, on est en 2017, on débouche le champagne, Marine arrive au pouvoir. Quel est votre plan de sauvegarde du nouveau franc? Parce que clairement, on va se prendre attaque sur attaque. Stress test multiple macro-prudentiel sur embargo financier, sur quoi que ce soit. Est-ce que vous décidez de passer ces mois en gros par perte et profit, ou est-ce que vous avez un plan de sauvegarde déjà établi, déjà sur les rails? Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, sur le sujet de l'euro, on travaille avec des hauts fonctionnaires internationaux qui sont dans les institutions dont je vous ai parlé, donc la BCE, la Banque de France, au FMI. Croyez-moi, il y a beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires patriotes qui sont dans le système, qui ont compris que tout ça ne peut plus tenir à long terme et qui commencent à prendre conscience et qui ont, je dirais, une honnêteté intellectuelle de venir nous rencontrer et qui valident nos solutions. Bon, on me croira ou pas, mais en tout cas, voilà, samedi après-midi, par exemple, je réunis un groupe de travail restreint avec ces gens-là pour continuer à aller au fond des choses. Pour le passage au franc, donc on regarde tout l'aspect juridique opérationnel, c'est-à-dire toutes les modifications des articles du Code monétaire et financier, de la Constitution, tout est déjà impacté, on a programmé. Alors j'ai jamais dit que ça se ferait dans la facilité, on est bien d'accord, hein, je vous rejoins. Hein. Mais vous croyez qu'on nous attaquera sur notre monnaie? Certes, mais d'abord, vous croyez qu'on ne nous attaque pas sur notre dette? Oui, mais du coup c'est bien ça, vous allez passer par perte et profit. En fait. Non, on ne va pas passer par perte et profit. Je vous ai dit tout à l'heure, on a mis au point un plan de désendettement grâce à la Banque de France qui nous permettra de rembourser nos créanciers. Et si nous commence à nous attaquer, on a une arme, nous aussi, fatale, c'est de dire, attention, si vous cherchez à nous attaquer sur notre monnaie de manière éhontée, attention, parce que nous, à ce moment-là, on va décider de ne rembourser, de ne pas respecter le principe que l'on appelle, je suis un tout petit peu technique, qui s'appelle le pari passu. Ça veut dire, monsieur le connaît, ça veut dire que c'est le principe d'égalité entre tous les créanciers. Alors attaquez-nous,
et puis vous allez voir qu'on vous passera au fin fond de la liste. D'accord? On va d'abord rembourser les créanciers français, puis nos partenaires européens, etc. Et puis si ceux qui nous ont attaqués, ben, on verra ce qui reste. D'accord? Et ça, je vous garantis, c'est une arme fatale dans une négociation, parce qu'on fera bien entendu appel aux institutions supranationales, qui est par exemple le Club de Paris, qui est un club qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui cherche à négocier les dettes, les pays surendettés, etc., pour que on en sorte de manière, je dirais, paisible, etc. Parce que vous savez, il y a 4 manières de sortir d'une dette. Hein. La première, c'est la rembourser. C'est ce qu'ils cherchent à nous faire faire. Bon. Ce qui est normal. Bon. La deuxième, c'est l'inflation. C'est ce qui nous empêche de vouloir faire, puisqu'on est à l'inflation 0. La troisième, c'est la répudier, hein, donc on ne paye pas la dette, hein, ça a été les emprunts russes, bon, voilà. Et la quatrième, c'est la guerre. Donc nous, on aimerait éviter les 2 dernières, si vous voulez, la rembourser avec un petit peu d'inflation, et paisiblement, et en négociant avec nos créanciers. Voyez. Et là, ils ne nous attaqueront pas, parce qu'on aura cette arme fatale de négociation, que je vous révèle là ici, mais on ne va pas leur dire en direct tout de suite. Mais si vous voulez, et puis on a plusieurs moyens, dans l'arsenal de défense, il y a plusieurs moyens, voilà, et qu'on peut utiliser au fil du temps. Vous voyez par exemple Tsipras, allez, on est dans le cas typique là, Tsipras est en train de faire une erreur politique majeure, c'est de ne pas faire pression auprès de Merkel et de la Troïka en disant, écoutez, voilà, premièrement, vous nous devez une dette de 162 milliards d'euros, de remboursement de dettes historiques de l'époque de l'occupation allemande. Bon. Donc, vous voulez qu'on rembourse votre dette, d'accord, mais remboursez déjà la nôtre. Bon. Comme quoi, c'est déjà 50% de la dette déjà remboursée. Et bien entendu, ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Bon. Deuxièmement, c'est de dire, bah, attendez, si vous n'êtes pas content et si vous ne voulez pas accepter nos conditions, parce que nous, on a quand même le peuple derrière nous qui a voté pour nous, et vous voulez inverser le vote démocratique des Grecs, eh bien, à ce moment-là, on va se tourner vers l'Est, hein, vers les grands frères qui sont là-bas, hein, la Chine, la Russie, qui demandent que ça, hein, de nous aider financièrement pour récupérer, vous imaginez, la Grèce qui passe pour l'Union européenne, qui passerait... bon. Mais c'est dans l'air aujourd'hui, dans les négociations géopolitiques, c'est dans l'air. Troisièmement, c'est de dire, bah, écoutez, nous on n'accepte pas vos conditions, on reprend notre drachme, on reprend notre banque nationale, et puis on va vous rembourser votre dette, comme nous on veut faire. Mais aujourd'hui, Tsipras est en train de perdre sa négociation politique, et à mon avis, dans 6 mois, on n'en parlera plus. Hein. Voilà. Moi, c'est notre analyse. Hein. Donc en tout cas, on ne fera pas comme Tsipras, je peux vous dire. Monsieur ? Oui, j'ai 2 questions à poser, des remarques. Est-ce qu'on va supprimer la loi du 3 janvier 73 tout de suite? Et combien on va gagner grâce à cela? Et ensuite, comment va-t-on faire pour contrer le déclenchement des CDS? Et ensuite, je voudrais faire une remarque que l'Allemagne a le même niveau de dette que nous, plus de 2000 milliards, donc ça signifie beaucoup de choses. Et ensuite, ancien chef de la sûreté pour l'euro sur un centre. Je voudrais dire que si on doit repasser au franc, il faudra au minimum 1 année pour tout faire, c'est-à-dire faire les pièces, faire les billets, faire distribution, faire toutes ces choses-là. Voilà. Tout à fait juste. Alors, première question, rappelez-moi, c'était... Alors, est-ce qu'on va supprimer le loi du 3 janvier 73 et combien on va gagner? Donc, je vous dis, hein, tout le programme économique de patriotisme repose sur la souveraineté monétaire. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ça, nous ne pourrons pas faire l'ensemble de notre programme et de notre programme de patriotisme économique. Bon, ça veut dire qu'il faut sortir des articles 127 du traité de l'Union, c'est-à-dire qui interdit aux banques centrales de financer les États. Et éventuellement, il faudra modifier le traité. Et s'ils acceptent les conditions que l'on veut, comme l'Angleterre, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin. D'accord, donc ils accepteront de supprimer cet article-là. Et évidemment, chez nous, il faudra impacter cette législation pour que la Banque de France puisse à nouveau prêter au Trésor français. Hein, c'est-à-dire la reprivatisation de l'argent public. La privatisation de l'argent public en 1973, ça vous coûte aujourd'hui 2000 milliards d'euros de dette. Nous n'avions pas de dette et de déficit avant 1973. Donc oui, nous allons récupérer le pouvoir de créer notre monnaie et de financer l'économie réelle, c'est ça. Et non plus arrêter de financer les marchés financiers et le système bancaire. Voilà. Comment va-t-on faire pour contrer le déclenchement des CDS? Bon, ben ça c'est un peu technique, mais là on est dans le système bancaire, etc. Okay. À la limite, c'est pas de notre ressort.
C'est le problème des banques privées. D'accord. Ce sera votre problème quand les banques privées auront enregistré les pertes de leur CDS, qu'elles seront en faillite et qu'elles se retourneront vers le chef de l'État. Oui, non, mais ça fait rire, monsieur, mais... Oui, mais si nos... ça s'est jamais produit. Et en 2008, ça s'est pas produit, monsieur. Oui, mais si nos banques... En 2008, les banques françaises ont emprunté un peu d'argent à l'État français, quelques dizaines de milliards d'euros, qu'elles ont remboursé en 2011, donc c'est-à-dire 2 ans après, avec tous les intérêts et rubis sur l'ongle. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est incontestable. C'est faux. La SFEF, 70 milliards de passifs, elle existe toujours. La SFEF existe toujours et ça n'a toujours pas été remboursé par les banques. 2, les 320 milliards qui ont été donnés en garantie financière constituent toujours les 525 milliards dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont toujours là. C'est du hors bilan. Mais hors bilan ou pas, quand il y a les pertes, c'est bien les contribuables qui payent au bout du bout, monsieur. Vous me faites rigoler. C'est pas des pertes virtuelles, quoi. La preuve, c'est pourquoi il y a des plans d'austérité. Pourquoi on vous réclame 80 milliards de pacte de responsabilité de Hollande, et puis 30 milliards encore la semaine dernière avec Valls, quand il est allé prendre ses ordres à Bruxelles. J'étais là-bas, je l'ai vu. Bon. Et puis l'UMP, eux, veulent 150 milliards de plans d'austérité. Donc ça, c'est pas virtuel, c'est du concret, ça, monsieur. C'est bien pour renflouer les opérations de renflouement des banques passées. C'est ça, la réalité. C'est dans les déficits et c'est dans les dettes, monsieur. Et la dernière question, c'était par rapport à l'euro. Non, c'est ça? Ouais, après le CDS, non, j'avais fait une remarque en disant qu'il faudra au minimum 1 an pour instituer une nouvelle monnaie, au minimum. C'est pour ça que nous avons opté pour la parité de 1 pour 1, parce que votre chèque libellé en euros, vous pourrez continuer à le libeller en francs. Parce que si c'était une parité différente, il faudrait effectivement changer l'effet de commerce ou les fractions monétaires. Et je dirais que là, ça nous donne 3 mois ou 6 mois pour agir. Et si vous industrialisez... Et puis vous savez, bon, sur 100, je ne sais pas s'il y a des banquiers ici, d'autres banquiers, mais aujourd'hui sur 100, vous avez uniquement 7% qui est en monnaie en fiduciaire, en billets, en pièces. Mais 93% est en monnaie scripturale, c'est-à-dire en monnaie électronique, dans les comptabilités des entreprises, dans les écrans des banques et sur vos comptes bancaires. Mais ce sont des électrons. Hein. C'est de la monnaie électronique. Donc c'est tout à fait simple. Hein. Est-ce qu'il est vrai qu'en 2008, il y a eu... les banques françaises ont été cherchées à la Fed plusieurs centaines de milliards? Non. Oui, il y a des échanges entre les banques centrales pour se céder mutuellement les unes les autres quand ça va trop mal dans son système bancaire. Oui, c'est vrai. Et aussi, c'est vrai que l'Allemagne, mais ça c'est des informations qui ne sont pas courantes, bien entendu, a fait imprimer des Deutschmark dans une imprimerie britannique pour pas que ça se sache en Allemagne. Mais malheureusement pour eux, ça fuite. Vous voyez, et ça s'est fait il y a déjà près de 3 ans. Et à part ça, l'euro est solide et c'est pour toujours. Quoi. Voilà. Alors, je suis désolé, mais voilà, on tourne. Julien? Oui, tout à l'heure, tu disais que chaque année, la France consacrait 45 milliards d'euros à son budget pour le remboursement des intérêts. J'avais vu, moi, 55, donc je suis rassuré ce soir de savoir qu'on garde 10 milliards d'euros pour nous chaque année. Mais il faut savoir que c'est le premier poste du budget de l'État chaque année. Deuxième, devant l'éducation ou derrière? Derrière. Et c'est aussi à peu près le niveau du montant de l'impôt sur le revenu des Français. C'est-à-dire que 100% des impôts que nous payons part directement aux banques privées pour le remboursement des intérêts. Simplement 2000 milliards, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça représente. Je ne sais pas s'il y a une personne qui saurait l'unité de compte si on avait un zéro de plus au-dessus du milliard d'euros, comment ça s'appelle. Mais simplement, sur ces 2000 milliards, je crois que c'est 500 milliards de capital et 1500 milliards d'intérêts. Ce que les gens, pareil, ne comprennent pas. Quand on leur donne des exemples à taille humaine, c'est en leur expliquant que c'est comme si chaque année ils avaient emprunté 50 centimes à leur banque, au bout de 22 ans, leur dette serait à peu près de 25 euros. Simplement aujourd'hui, avec les agios et les intérêts, leur compte serait à moins 100 euros, et dans l'intervalle, ils auraient déjà remboursé 85 euros à leur banque. Donc là, ça donne vraiment l'image de cet abysse que représentent les intérêts.
Et puis juste pour terminer, pour faire plaisir à nos amis complotistes, la finalité de l'euro, elle est inscrite sur le billet depuis le début, on l'a tous sur les yeux. Sur les premiers billets de 10 €, on le voit clairement, il y a l'Europe d'un côté, une passerelle qui va vers quelque chose qui n'apparaît pas sur l'écran, c'est les États-Unis. Et donc s'ils avaient voulu nous dire que l'euro était créé pour que ça soit une passerelle entre l'Europe et les États-Unis, ils n'auraient pas pu faire autrement que nous le montrer sans qu'on le voie. Voilà. Deux excellentes remarques, c'est tout à fait vrai. Bon, la première, ce qu'il faut retenir, et c'est pour ça qu'on a fabriqué au fond le plan de désendettement, dans les 2000 milliards d'euros de dette, je vous ai dit, il n'y a jamais rien qui a été remboursé. C'est bien pour ça qu'elle grossit, cette dette. C'est une espèce de boule de neige qu'on pousse devant nous. Bon. Et dans les 2000 milliards d'euros de dette, en intérêt cumulé depuis 1974, vous avez 1 650 milliards d'euros, à peu près, ça fait à peu près 80% de l'ensemble de la dette qui est constituée des intérêts qu'on a déjà remboursés tous depuis 40 ans. Et ce qui veut dire qu'on n'a jamais remboursé le principal de la dette. Donc vous avez vos 2000 milliards, on a déjà payé 1650 milliards, à intégrer, et il va falloir rembourser, de leur point de vue, de nos créanciers, 2000 milliards. Bon. Donc c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et on a chacun, sur nos têtes, 33 000 € de dettes à rembourser. Sans compter tous les plans de renflouement dont je vous ai déjà parlé, de l'euro depuis mai 2010. Hein. Au global, c'est 525. Voilà. Voilà. Et l'autre point, alors j'avais pas vu ça, effectivement, vous me l'apprenez, mais les étapes suivantes, c'est effectivement, et d'ailleurs il commence déjà par le commerce, c'est qu'à l'heure actuelle est en négociation, vous avez dû en entendre parler, du traité transatlantique nord-américain entre les États-Unis et l'Europe. Bon. C'est quoi? C'est encore leur idéologie de libre-échange absolue, c'est-à-dire qu'ils veulent faire tomber les dernières résistances, les dernières tarifs douaniers, les dernières normes qui nous protègent, qui protègent notre agriculture et encore d'autres services publics français. Avec ce traité transatlantique, ils veulent imposer les normes sous forme de rouleaux compresseurs américains, avec des normes de santé, de production, environnementale, etc., pour les imposer à l'Europe. Parce qu'en général, dans la nature, c'est plutôt le gros qui bouffe le petit, hein, c'est pas l'inverse, hein, à moins que ce soit David contre Goliath. Mais a priori, vu les négociations, vu comment elles se passent, je peux vous dire que ce traité transatlantique va être un rouleau compresseur vers l'Europe. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, c'est cette passerelle qui est en train de se mettre en place, parce que comme les États-Unis, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, va pas si bien que ça, parce que derrière ils ont la Fed et leur dollar qui permet de soutenir tant bien que mal leur économie, mais ils ont besoin de s'élargir et d'aller chercher des richesses ailleurs. Ils le font très bien depuis 50 ans d'ailleurs, avec leur privilège exorbitant du dollar, qui, avec une monnaie papier, achète l'ensemble des actifs dans le monde. Encore l'année dernière, Alstom, qui est comme un fleuron industriel depuis après-guerre, qui fabrique nos chemins de fer, qui fabrique nos locomotives, qui entretient nos centrales nucléaires au niveau des réacteurs nucléaires, qui fait la maintenance, eh bien, on a livré Alstom l'année dernière, soi-disant avec des contreparties de ceci, cela. En réalité, c'est General Electric qui a pris le contrôle de notre superbe industrie française contre aucune contrepartie. Voilà. Nous, on avait proposé que la Caisse des dépôts et consignations rachète le bloc d'actions d'Alstom pour que cette industrie reste française. Eh bien, Valls nous a sorti une petite pirouette avant les élections de mai dernier pour une ordonnance pour protéger les investissements contre les investissements étrangers. Et puis, pensez-vous, c'est interdit par Bruxelles, ça on ne vous le dit pas. Parce qu'on obéit aux ordres et aux politiques qui nous sont donnés par Bruxelles, et eux-mêmes reçoivent leurs ordres des 20 000 lobbyistes des multinationales internationales, 20 000 lobbyistes à Bruxelles, à longueur d'année, qui font le siège de la Commission européenne, des technocrates, et qui leur préparent les directives techniques à signer et à faire valider au Parlement européen. Nous, on voit les projets de loi arriver dans les commissions et ensuite en plénière. On n'invente pas tout ce que je vous dis, je ne vous invente pas, on le voit. Je suis même arrivé dans un esprit au Parlement où je voyais les choses encore moins pires que ce que je vous dis. Et c'est en étant là-bas que je me dis c'est encore pire que ce que je pensais. Quand vous pensez, je vous parlais du traité transatlantique, qui est quand même le prochain fléau qui va nous tomber sur la figure quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est les Américains à nouveau qui vont imposer leur modèle, négociable d'ailleurs.
Eh bien, pour aller consulter le texte de négociation qui est tout en anglais, qui fait à peu près 2500 pages, hein, tout en anglais, vous avez droit à une demi-heure de consultation, avec un huissier à côté, interdiction d'avoir un téléphone portable, et interdiction d'avoir un stylo et un crayon pour prendre des notes. Voilà la conception de la démocratie qu'ils ont. Voilà. Voilà. Donc il faut que vous parliez anglais, il faut que vous ayez, en une demi-heure, il faut que vous compulsiez 2500 pages pour chercher ce que vous ne savez même pas ce que vous cherchez. À trouver ce que vous cherchez, quoi. Donc voilà où on en est, mesdames et messieurs. Voilà. Donc c'est pour ça que, je dirais, si on veut mettre à l'abri notre patrie, la seule solution, c'est notre modèle économique de patriotisme et de protectionnisme intelligent, qui est utilisé par toutes les grandes puissances économiques mondiales, c'est-à-dire qu'on ne revendique pas plus ni moins que ce qu'ils ont. Les États-Unis ont leur dollar, ils ont leur banque centrale, ils ont leurs frontières, ils ont leur politique de patriotisme. Vous croyez qu'on aurait pu aller prendre possession de General Electric à l'envers de ce qui a été fait l'année dernière avec Alstom? Vous croyez que Obama aurait laissé faire ça? Voilà. Il y avait une proposition l'année dernière sur Alstom de Madame Merkel aussi avec Siemens. Est-ce que vous croyez que Alstom aurait pu racheter Siemens? Voilà. Donc ils font tous du patriotisme économique, sauf nous. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est en train de se paupériser, de se vider de notre richesse nationale. Et si on ne met pas un coup d'arrêt à tout ça avec notre programme, notre nation disparaîtra purement et simplement. C'est ça ce qu'on redoute. Et après, c'est irréversible. Merci Bernard. Alors, monsieur au fond en beige. Une question sur le remboursement de la dette. Parce que une grande partie de notre dette actuelle a été contractée en euros. Si demain on revient en francs, est-ce qu'on l'a prévu de la rembourser en euros? C'est-à-dire automatiquement plus cher, puisque pourtant la monnaie aura été évaluée. Ou alors est-ce que, et Marine Le Pen l'a dit une fois, mais je suis assez circonspect, est-ce que finalement on remboursera avec notre nouvelle monnaie un pour un, ce qui me, en tout cas du point de vue du financier, est certainement pas très sympathique. Première question, je m'excuse d'être un tout petit peu technique, mais j'ai des questions techniques. Alors, je vous ai dit, sur les 2000 milliards d'euros, 1650 milliards d'intérêts cumulés depuis 40 ans. Bon, ça, on l'a calculé, nous sommes les seuls à le dire, en tout cas dans les partis politiques, parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui pensent tout à fait comme nous, hein, et ne croyez pas qu'on est isolés, hein, encore une fois. Il y a 47 économistes qui pensent comme nous, dont 10 prix Nobel. Bon. Donc déjà, ça devrait vous rassurer. Bon. Ça, c'est le premier élément. Donc, sur comment dire, les mécanismes, alors Marine en a parlé parce qu'effectivement, on l'a formée à ça et on lui a expliqué comment ça se passait. Donc, elle comprend bien tous les mécanismes. Donc, le fait effectivement de reprendre notre monnaie, je vous ai dit qu'on a mis au point ce qu'on appelle le plan de désendettement qui permettrait de rembourser grosso modo 45 milliards d'euros par an du capital de la dette, ce qui serait tout à fait novateur puisque aucun de nos prédécesseurs l'aurait fait. Au contraire, eux, ils ont grossi la dette. Et on le ferait en douceur, sans saccage social, sans briser l'ensemble du modèle économique, social, etc. 45 milliards iraient pour continuer à rembourser le capital, la charge de la dette dont parlait notre ami, parce qu'on veut continuer à rester dans le concert des nations, et on est un État de droit, et on respecte la signature de la France, y compris de nos prédécesseurs. Et le dernier volet, ce serait les 10 milliards qu'on conserverait sur les 100 milliards pour réindustrialiser la France. Et là, je suis d'accord avec vous. Le passage au nouveau franc, notre monnaie, c'est la condition sine qua non pour faire tout ce que je viens de vous dire, mais ce n'est pas suffisant, bien entendu. Il faut, je dirais, que tout le tissu économique puisse reprendre des couleurs. Aujourd'hui, nous, on est allé soutenir, par exemple, les petits patrons qui se retrouvent face au RSI. Donc, ils souffrent énormément de la crise du RSI. Donc, vous avez les petits patrons PME, PMI, artisans, commerçants, professions libérales, etc. Tous ces gens-là subissent quoi? Ils subissent en fait cette disparition de croissance économique qui est venue nourrir le sauvetage de l'euro et venir soutenir le sauvetage et le renflouement du système bancaire, mais tout ce qui a été donné ailleurs, on ne l'a plus en France. Vous voyez? Et donc si vous remettez les gens au travail, si vous recréez cette spirale, je dirais, vertueuse, ben vous allez réalimenter l'économie réelle et du coup vous allez pouvoir tout doucement revenir à des niveaux d'équilibre dans les comptes sociaux, en
remettant les gens au travail, qui vont payer leurs cotisations, etc. Donc c'est un tout, le patriotisme économique, ce n'est pas que l'euro. C'est posséder ses entreprises stratégiques. Parce que, je reprends l'exemple d'Alstom, qui va entretenir maintenant les centrales nucléaires? C'est une grande entreprise d'une superpuissance internationale, mais demain, si on est en guerre contre les États-Unis, parce que tout était possible dans la vie, hein, qui c'est qui va entretenir notre parc de centrales nucléaires? Il y a un problème de sûreté nationale après, et de patriotisme. Bon, est-ce que vous pensez que ces grandes puissances auraient accepté l'inverse? Non, j'en suis certain. Voilà. Donc ça c'est le premier élément de la réponse. Et effectivement, je dirais que pour tout le reste, eh bien, il faut remettre les gens au travail, et pour ça, il faut créer de l'activité. Et comment vous créez de l'activité si la richesse s'évapore? En arrêtant cette hémorragie. Monsieur la casquette. Une question très brève, très courte. Comment comptez-vous, pour en revenir aux prochaines élections, c'est-à-dire au régional et en 2017, la perspective que tout le monde souhaite, comment comptez-vous assurer la pédagogie de l'électorat, sachant que la majorité de nos électeurs futurs, d'accord, se documentent à la télévision, c'est le moyen principal, c'est le média principal. Bon, le problème c'est, c'est la communication. C'est la communication, bien sûr. C'est ça auquel on se trouve confronté, c'est-à-dire qu'on nous caricature le programme, comme je vous l'ai dit, Sarkozy, il y a 4 ans, doublement, triplement de la dette. Or, oui, j'ai pas fini de répondre à monsieur, comment dire, quand on revient à une monnaie nationale, c'est une loi universelle et intemporelle qui s'appelle ce qu'on appelle la lex monetalis, la loi monétaire qui s'applique à tout pays qui doit rembourser une dette, elle le rembourse dans sa monnaie nationale qui a cours légal. Bon. Donc si vous voulez, si on passait au nouveau franc français, on la rembourserait en francs, et il n'y a que... Au nouveau cours de la nouvelle monnaie vis-à-vis... Absolument, au nouveau cours de 1 pour 1, mais ce qu'on vous dit jamais, et je vais vous répondre, c'est que 97% de notre dette est libellée est en contrat de droit français. Voilà, en contrat de droit français, donc en francs. Voilà. Et uniquement 3% qui sont en contrat étranger. Ce qui veut dire que s'il y avait une dévaluation, ce qui n'aura plus aujourd'hui, puisque quand on présentait ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était encore à 1,38. Mais nous, on considère que dès lors qu'on se rapproche de 1 dollar, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus besoin de faire de dévaluation par rapport à tout ce qui a été présenté dans les années précédentes. Bon. Parce qu'on est au même niveau. Vous voyez, bon, c'est un peu technique, mais bon. Donc pour répondre à votre question, le gros sujet, c'est la communication. Les médias sont contre nous. Le MEDEF est contre nous. Parce que Sarkozy, croyez-moi, il va l'occuper. Bien sûr. C'est pour ça qu'on réclame à corps et à cri un débat. Ça n'arrête pas. Absolument. Un débat sur l'euro et un débat sur le programme économique. Et confronter point par point, argument contre-argument, les chiffres et les solutions pour en sortir. Mais ils ne veulent pas, c'est ça le problème. Marine, par mon intermédiaire, la semaine dernière, a proposé à M. Gattaz, qui nous attaquait violemment sur notre programme, sans rien démontrer d'ailleurs. Hein. Oh, ce serait une folie, une catastrophe, etc. Mais d'accord, mais pourquoi c'est pas une catastrophe aujourd'hui? 2000 milliards d'euros de dette, 6 millions de chômeurs, des déficits intérieurs, des déficits extérieurs, c'est pas une catastrophe ça. Voilà, vous voulez imposer l'austérité à tous les Français, qui va mener strictement à rien, parce que c'est inefficace, on le voit bien avec la Grèce. Bon, ça c'est pas une catastrophe, ça peut-être. Bon, donc déjà, bon. Alors nous, le débat, on veut absolument l'ouvrir, et on espère que ce sera fait avant les présidentielles, parce que quand partout il y a du débat, que ce soit en Allemagne ou en Italie, par exemple, aujourd'hui vous avez un Italien sur 2 qui veut revenir à la lire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des débats qui ont été menés et parce qu'ils ont commencé à supporter l'austérité qui est réclamée par l'Union européenne avec les réformes structurelles dont on vous bassine pour réduire les charges. Et ça veut dire quoi, réduire les charges? Ça veut dire réduire les salaires. Parce que si vous ne voulez pas dévaluer de 25%, mais c'est vos salaires qui vont baisser de 25 ou 30%. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, monsieur? Comme ils ne veulent pas, oui, mais les charges, c'est un tout, monsieur, c'est une masse salariale. Une dévaluation, comme ils ne veulent pas faire de dévaluation de la monnaie, eh bien, ils vont faire une dévaluation sur les salaires. Est-ce que vous êtes prêt à gagner 30% de moins que ce que vous gagnez aujourd'hui? Voilà, c'est ça le fond du sujet. Et c'est ça qu'ils ne vous disent pas, les politiques. Voilà. Donc, le fond du problème, il est là. Alors,
Le problème, c'est de lancer le débat. On essaye de toute force, de tous côtés. Ça commence parce que là, on sent bien que c'est le programme économique qui les emmerde maintenant. Voilà. On a réussi sur l'immigration, sur l'insécurité, sur la dénonciation comment dire, de la disparition d'identité française, sur du terrorisme, je dirais, islamiste. Voilà, on a gagné sur tous les points. Ce qui résiste maintenant, c'est l'euro, c'est le programme économique, mais on gagnera là-dessus, vous verrez que les événements nous donneront malheureusement raison. Je dis bien malheureusement, j'aimerais avoir tort. Voilà. Mais la seule issue, le seul espoir pour nous et pour les Français, c'est qu'on puisse appliquer notre programme. Et pour ça, il faut qu'il y ait un débat politique. Voilà. Mais on a tout le système médiatique contre nous. Voilà. Alors, dans le fond, Anne-Laure Mahler. Quand on remettra en place les fameuses écluses douanières, je sais bien que ça, c'est pas un mariage, c'est-à-dire qu'en fonction des produits qui nous gênent, on peut mettre les droits de douane, les supprimer, les faire varier. Mais il faut bien attraper la pelote par un bout. Donc, quels sont les produits par lesquels on commencerait? Excellente question, pratique, sur le protectionnisme intelligent. D'abord, encore une fois, je vous rappelle, il n'est pas question de se claquemurer, de faire un pays autarcique. Je vous rappelle quand même qu'avant l'Union européenne, la France avait déjà un millénaire de commerce dans le monde entier, hein, et notamment dans le bassin méditerranéen. On a eu des échanges tout le temps, internationaux. D'ailleurs, vous avez remarqué la sémantique, comme on est passé du commerce international au commerce mondial, comme par hasard avec l'organisme mondial du commerce. Bon. Donc si vous voulez, on mettra des barrières douanières et on les ouvrira et on les fermera en fonction des besoins. Bien entendu, ceux qui sont visés, ce sont essentiellement les pays en voie de développement, ça c'est le terme pudique pour le dire, enfin, qui sont déjà fortement des grandes puissances économiques, notamment la Chine, et ceux qui nous inondent de tous leurs produits. Alors il ne faut pas être stupide, ce que l'on fabrique en France, on va le protéger, par des barrières douanières, par des contingentements, par des quotas, par des tarifs douaniers, qu'on va moduler, qu'on va ajuster en fonction des négociations commerciales qu'on aura aussi avec nos partenaires. Bon. Et puis en réciprocité des marchés qu'on va aussi leur présenter, sur l'aéronautique, sur les avions militaires, sur nos navires qui sont fabriqués dans les chantiers navals français, etc. Et puis, quand on peut les livrer d'ailleurs, entre parenthèses, puisque voilà, on passe des contrats, on est payé, mais on ne livre pas nos marchandises. Donc ça fait quand même, bon, ça fait très mauvais effet quand même, hein, quand on veut être crédible aussi comme grande nation. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc le commerce, c'est une réciprocité, c'est pas à sens unique. Or, on nous dit, mais vous vous en rendez compte, ça va être une catastrophe, on va avoir des représailles terribles. Mais attendez, on a 70 milliards d'euros de déficit tous les ans depuis des années. Depuis l'euro, avant l'euro, on était excédentaire sur notre balance commerciale, hein, sur le commerce international. Depuis l'euro, dès l'année suivante, on est passé en déficit, qui était modeste à l'époque, et on a atteint des records historiques, 70 milliards d'euros en moyenne depuis les 3 dernières années. Voilà. Et c'est pas de ça déjà les représailles. Quand l'Allemagne, elle, a 300 milliards d'euros d'excédent, et d'ailleurs, les excédents des uns font les déficits des autres, et en particulier avec la France, monsieur. Alors, pour compléter la question de madame, qu'est-ce qu'on fait du marché commun? On reste dans le marché commun, on continue à passer... Non, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est, si vous voulez, l'Europe des nations coopératives. Des nations coopératives avec des accords bilatéraux entre partenaires. Toi, tu me vends ça, moi je te vends ça. Il faut que, grosso modo, nos balances commerciales soient à peu près à l'équilibre. Et on se fonde là-dessus sur un texte institutionnel qui a été écrit dans les années post-guerre, donc autour des années 48, qui s'appelle la Charte de la Havane. Je vous invite à googliser ça et à aller regarder la Charte de la Havane. C'est très intéressant, parce que c'est ce que nous ont abattu comme texte les Américains en 1951, qui n'ont jamais ratifié ce texte-là, et forcément parce qu'eux sont des protectionnistes qui appliquent le libre-échange au monde entier, vous comprenez? En plus de ça, ils ont leur dollar qui leur permet de payer le monde entier en monnaie de singe. Bon. Eh bien, nous, on voudrait commercer sur les bases de la Charte de la Havane. C'est-à-dire que tous nos partenaires, à terme, eh bien, il faut que les balances commerciales soient à peu près équilibrées. Mais il ne faut pas qu'il y en ait qui aient 300 milliards d'euros d'excédent, et puis les autres qui aient 70 milliards d'euros de déficit. Parce que tout ça, cumulé, ça fait la paupérisation de la population.
Voyez, donc grosso modo, on va moduler au cas par cas, je dirais, pays par pays, secteur économique par secteur économique, et on va faire du sur-mesure. Voilà ce que l'on a. C'est pour ça qu'on a baptisé ça le protectionnisme intelligent. Mais vous ne me permettez pas de répondre à mon opposant UMP que je croiserai sur le marché. Concrètement, on commence par les produits chinois, mais évidemment, notre population s'est habituée à avoir accès à un certain nombre de biens pour pas trop cher. Donc si je dis, bah, vous voyez, parce que j'ai quelques éléments de réponse quand même, donc je peux dire, bah oui, mais vous préférez pouvoir manger à votre faim ou avoir des portables à regarder sur votre table. Donc je suppose que l'idée, c'est de petit à petit réindustrialiser notre pays, donc placer des droits de douane, évidemment, sur les produits qu'on pourra déjà réinstaurer chez nous, et petit à petit récupérer en fait la production chez nous et non plus chez Absolument. nos amis chinois. Voilà, ça va se croiser progressivement. On va financer la réindustrialisation de la France pour qu'on puisse avoir des téléviseurs français, pour qu'on puisse éventuellement commercer ailleurs. Mais tout ça, vous considérez tout ça comme si la France était toute seule dans un ensemble et que ça aille formidablement bien ailleurs. Je vous ai dit, le monde a connu une crise systémique comme il ne l'a jamais connue en 2008. On n'est pas guéri de cette crise, au contraire, on est toujours là, les pertes sont toujours là, et il faut relativiser tout ça, c'est-à-dire que la France est un sous-ensemble d'un tout, et que ça ne va pas forcément beaucoup mieux ailleurs, voilà, et que les choses, malheureusement, vont continuer à s'aggraver dans ce modèle ultralibéral et mondialiste qu'on nous impose. Et donc si on ne revient pas à cette notion de coopération entre les pays, mais de coopération pacifique, sans guerre économique, sans guerre monétaire, parce que qu'est-ce que vous croyez qu'ils font les Américains? Depuis 50 ans, ils nous font une guerre monétaire. C'est bien pour ça qu'ils ont poussé à la construction de l'euro. C'est bien pour ça que la surévaluation de l'euro par rapport à la dévaluation du dollar, du yen, de la livre sterling, on est en guerre monétaire et en guerre économique. Et la pire arme de protectionnisme, c'est la monnaie. C'est pour ça qu'ils tiennent absolument qu'on conserve l'euro et que quelque part sa dépréciation ne les arrange pas au niveau de leur économie américaine. Alors, vous voyez, l'économie c'est très simple, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est une question de... Non, c'est vous, pardon monsieur. C'est une question de bon sens l'économie. Tout le monde a du bon sens. Vous voyez? Et donc l'économie c'est un jeu à somme nulle. Ce que vous prenez aux uns, vous l'enlevez aux autres. Tout simplement. Merci. Alors, une dernière question, désolé, parce que, voilà... moi, je continue. Avant que Bernard ne finisse, une dernière question. Oui, bonsoir. Donc, c'est rapidement, parce qu'on a... Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu sur le site internet du Front. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un tract, donc 2 pages, une page recto avec la liste donc des 47 autres économistes, notamment les 10 prix Nobel listés, avec leur déclaration sur l'euro. Et de l'autre côté, effectivement, le programme de sortie du Front National, tel que vous nous l'avez expliqué, et avec les quelques questions qui ont été posées sur certains points, qui effectivement sont souvent celles qui reviennent. Bien, en 2 pages, pour qu'à chaque fois sur le programme économique, maintenant, on puisse donner ça et les personnes, au moins voient qu'on a une réponse. Mais là, moi je m'occupe de la commission économique du Front National. Donc on travaille déjà sur le fond de tout, parce que tout ce que je vous dis là, c'est un peu la quintessence des années de travaux, si vous voulez. Mais effectivement, il faut qu'on fasse maintenant du marketing politique pour expliquer. Voilà, ils nous disent ça, on répond ça. Voilà, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Pourquoi? Pour telle raison. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut faire de la pédagogie, y compris auprès de tous nos militants et nos électeurs, etc. Et il faut qu'on rassure. Parce que croyez-moi, quand on va arriver au stade où les gens vont prendre peur sur leur emploi eux-mêmes, parce que ça touche maintenant la classe moyenne. Hein, c'est pas pour rien que monsieur, ancien UMP banquier, est parmi nous ce soir, et j'en suis ravi. Voilà, les bras sont ouverts. Mais il commence à se sentir concerné dans l'ensemble de la classe moyenne. Et croyez-moi que les choses s'aggravant, on va avoir de plus en plus raison. Et c'est là que moi, dans ma tactique de communication politique, ce que je veux dire, c'est faire passer la peur de l'autre côté de la barrière. Chez nos adversaires. C'est-à-dire que si vous restez dans l'euro, vous allez perdre votre système de protection sociale, l'assurance chômage, le modèle de santé français, je dirais vos retraites qui vont le fait que réduire, parce que à force d'augmenter la durée et à force de diminuer le montant des prestations, vous allez avoir des retraites ridicules comme ça. D'accord? C'est ça qu'ils veulent. Et tout ça pour continuer à financer le système
budgétaire, fiscal, bancaire et monétaire. C'est ça. Donc on va essayer de faire du marketing politique là-dessus, mais vous voyez bien que ce n'est pas des sujets qu'on explique en 30 secondes. Alors monsieur que j'ai coupé, je vous laisse la vraie dernière question. Juste une chose, vous avez quand même un dossier qui est sur le site, qui s'appelle le dossier sortie de l'euro, qui est assez bien fait, qui donne justement quelques-uns des économistes, hein, et qui donne déjà des premiers éléments de réponse. C'est en PDF, c'est très bien fait, que sur l'euro déjà. Alors, bonsoir. Juste en deux phrases. Si les charges allemandes ont baissé, c'est que les personnes ont la possibilité de ne pas avoir de retraite et de ne pas avoir de protection sociale dans certains cas de petits contrats, ce qui fait des charges à zéro, mais les personnes n'ont plus rien à la fin de ces contrats. Pour la Grèce, on n'y est pas encore, il existe des cadres d'extraterritorialité. Pour faire simple, certaines entreprises achètent des terrains sur lesquels seules leurs lois s'appliquent, plus les lois de l'État. En Grèce, ça existe. En Thrace, ça existe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les lois de l'État sont suspendues dans certains pans du territoire grec. Pour la dévaluation, c'est que la Suisse s'est désindexée de l'euro. C'est ce qui a fait que l'euro est tombé. Personne ne vous en parlera, mais l'euro a perdu toute la valeur du franc suisse. Aujourd'hui, les Suisses ont récupéré leur liberté économique par rapport à l'euro. Donc ça, c'est un argument que vous pouvez répondre. J'ai deux questions simples. Est-ce que vous avez prévu la possibilité de l'attaque pour provoquer la faillite de l'État français et sa mise sous tutelle par l'augmentation des taux, mais surtout avec si jamais c'est fait, si Marine ne gagne pas en 2017, est-ce que vous avez prévu qu'il y ait la possibilité de la disparition de l'État français par la faillite et le transfert aux régions avec évidemment un pillage? Et la deuxième question que je pose, c'est est-ce que vous avez prévu qu'on récupère notre liberté en tant qu'État? Mais une grosse partie de l'électorat UMP, UDI souhaite que l'économie française à l'interne récupère une liberté pour que les entreprises puissent créer de la richesse, puisque ce sont les seuls à le faire, et pas l'État. Et je pense qu'il y a un vrai axe de communication, voire d'orientation politique à faire pour gagner cet électorat-là, c'est leur faire sortir de la tête que le Front National est un parti socialiste. Bravo. La première chose, c'est, effectivement, je n'ai pas parlé, c'est Monsieur Mario Draghi, président de la BCE, quand il a lancé son programme de 1100 milliards, là, vous savez, le fameux QI, 8 jours avant, sans qu'il en parle à personne, et dans le plus grand étonnement de l'ensemble des banquiers centraux mondiaux, c'est à désarimer le franc suisse de l'euro. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça faisait 2 ans et demi à la demande de la BCE et de la Réserve fédérale américaine que la Banque nationale suisse finançait sur ses deniers et sur ses réserves de change le renflouement de l'euro. Donc ils achetaient de l'euro pour déprécier leur franc suisse, pour que leur économie continue à être prospère, bien entendu, et à pouvoir exporter, mais c'était surtout pour soutenir l'euro à l'époque. Bon. Quand ils ont vu l'arnaque qu'a pondu donc Draghi avec ses 1140 milliards, c'est-à-dire création de 1100 milliards d'euros, détruisant l'euro lui-même, hein, eh bien ils se sont dit on ne va pas plonger en même temps qu'eux, ils ont coupé le cordon pour permettre de se sauver eux-mêmes. Voilà, donc déjà, et bien entendu, on n'en parle pas dans les médias, dans les grands médias papier ou télévisés. Bon. Et ça se sait que dans Landerneau et le microcosme financier, bancaire, etc. Bon, voilà, donc ça c'est un point, effectivement, j'ai oublié d'en parler, mais c'est une excellente remarque. Bon. Donc déjà, c'est des signes qui devraient nous alerter, quoi. C'est-à-dire, ils montent dans le canot pour sauter du Titanic, quoi. Bon, la deuxième chose, c'est... on n'a rien prévu si on est passé sous tutelle. La seule chose qu'on fait, c'est on se bat politiquement pour essayer de convaincre les Français le plus rapidement possible que s'ils continuent dans cette voie-là, c'est la mise sous tutelle, effectivement, de leur pays, la mise en esclavage pour dette, parce que c'est ça qui nous pend au nez. Hein. C'est on vous prendra vos charges sur le travail, on vous baissera votre salaire, on vous prendra votre travail. On a quand même aujourd'hui, vous allez en Grèce ou en Espagne, vous avez 2 jeunes sur 3 qui n'ont pas d'emploi. Et ceux qui ont un emploi, ils sont payés à quel salaire? C'est ça qu'il faut bien avoir. Je veux dire, c'est l'énorme tribut qu'on paye pour garder ce modèle économique qui bénéficie qu'au marché financier. C'est ça. Et je ne suis pas complotiste, et je suis du système, puisque je suis moi-même un économiste et un financier d'institutions publiques, et j'ai travaillé dans des banques privées aussi en France.
Et voilà, donc c'est parce que je me suis rendu compte de tout ça que moi je suis sorti du bois pour expliquer ce qui est en train de survenir, quoi. C'est presque un... Je suis un peu comme un ancien mafieux qui se repentit, quoi, quelque part. Bon. Non mais je plaisante, mais c'est... Voilà, donc la seule réponse, elle est politique. Voilà. Et croyez-moi que si on reprend la souveraineté, on aura tous les moyens, effectivement, de suspendre cette tutelle si on... Parce que l'Italie est sous tutelle de l'Union européenne, hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est quand même le 3e Premier ministre qui est nommé par l'Union européenne. Il n'y a même plus d'élection. C'est-à-dire que c'est la fin aussi de la démocratie, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Alors, juste pour... est-ce que vous avez prévu des mesures de liberté économique et à communiquer en direction de l'électorat de patrons et de créateurs de richesse? Notre programme est pas intrinsèquement libéral. Alors on ne le dit pas sur les plateaux, etc. Mais nous sommes des vrais libéraux, c'est-à-dire qu'au niveau national, on est pour la libre entreprise, on est pour l'économie de marché, on est pour les entrepreneurs, qui créent, qui gagnent de l'argent, qui s'enrichissent, qui créent des emplois. Nous, on est ravis. On n'est pas pour créer, comme le PS et l'UMP, des emplois aidés, loin de là. On est loin d'être communiste ou socialiste comme on entend. Alors, c'est marrant parce que pour l'extrême gauche, on est d'extrême droite, et pour les soi-disant UMPS, on est des extrêmes gauches. Enfin, je veux dire, c'est schizophrène quand même. Moi, je dis, on est l'extrême milieu. Parce que d'un côté, vous avez... je dirais les anticapitalistes que sont Mélenchon, Besancenot et toute la clique, qui sont, je vous le rappelle, anti-nation. Ce sont tous des internationalistes. Hein. Et de l'autre côté, à l'autre bout, vous avez les ultralibéraux, ce que nous on qualifie d'ultralibéraux, l'UMP, le PS, le MoDem, l'UDI, moi ce que j'aime jamais dire, le maudit, ça a rendu fou de rage l'autre soir, Gégo, parce que j'ai dit le maudit, bon, MoDem, UDI. Bon, tout ça pour dire, ils sont ultralibéraux, mais ils sont surtout mondialistes. C'est-à-dire que la nation, pour eux, c'est l'ennemi numéro 1. Pourquoi ils nous ont affranchis de nos frontières? Pour contrôler les capitaux, pour contrôler les marchandises, pour contrôler les services, pour contrôler l'immigration, par les flux de personnes, etc. Parce qu'ils veulent une nomadisation des populations. D'ailleurs, ils veulent même aller, Sarkozy est même allé jusqu'au métissage obligatoire. Il y a une vidéo qui circule, qui a été prononcée, je crois, à l'école polytechnique à Paris, où il dit « Nous arriverons au métissage obligatoire ». Et pourquoi? Mais pourquoi? Si ce n'est pas avec une volonté non avouée de déraciner les gens de leur culture, de leur patrie, de leur tradition, etc., pour faire des homo economicus qu'on déplace au gré des besoins macroéconomiques. Voilà, c'est pour ça qu'ils veulent se franchir des frontières. Et c'est pour ça que nous, on a besoin de nos frontières pour garder justement la quintessence de notre nation, de ce qui fait notre culture, notre tradition, de notre maillage économique. Et c'est pour ça qu'ils l'affaiblissent de tous les côtés. Regardez, la France, c'est quand même la 2e puissance maritime dans le monde, en termes de territoire marin. On est dans l'océan Pacifique, on est aux 2 pôles, on est dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, etc. Partout, on a des têtes d'épingle. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous faire perdre la Nouvelle-Calédonie. D'abord, numéro 1, parce qu'il y a le nickel, premièrement. Et deuxièmement, on perd la Nouvelle-Calédonie, mais on perd 200 000 marins autour, en droit maritime international, autour de la Nouvelle-Calédonie. Vous imaginez? Donc ça affaiblit la France. Et la première puissance maritime devant nous, c'est les États-Unis. Non, vous avez un discours permanent. Et on n'est pas dans la théorie du complot, monsieur, c'est bien la réalité. On est d'accord? Bon, d'affaiblir toujours plus la France. Alors que la France est une grande puissance économique mondiale. Croyez-moi. Et un autre élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est que la France a encore en théorie 2335 tonnes d'or dans ses réserves de la Banque de France. Et Marine et moi avons écrit au mois de novembre au gouverneur de la Banque de France pour lui demander un audit, pour lui demander une analyse de l'opération de vente d'or de Sarkozy en 2004, quand il était ministre de l'économie, en rentrant 614 tonnes d'or exactement, qui ont coûté au bas mot 22 à 23 milliards d'euros aux Français, sans compter qu'il faut bien que vous ayez en tête, culturellement, qu'une réserve d'or, ça appartient au peuple français. Ça appartient ni à la Banque de France, qui en est juste le dépositaire, pardon, et ni à l'État français. Ça appartient
au peuple français. Une monnaie appartient à son peuple. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être supranationale, une monnaie. Et une monnaie nationale ne peut pas non plus servir au monde entier comme le dollar. Ce sont deux aberrations monétaires, l'euro et le dollar. Hein, il faut bien en avoir conscience techniquement. Voilà, donc ce qui est très important aussi, c'est les réserves d'or de la Banque de France. C'est ce qui nous permettra, probablement, si cette banqueroute nous frappe comme nous le pensons, c'est qui nous permettra de repartir. Parce que si nous avons cette réserve d'or-là, on pourra rebondir. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que la Russie, la Chine, l'Inde, etc., toutes les grandes puissances montantes aujourd'hui, achètent des quantités d'or phénoménales, en catimini, sans que l'opinion publique le sache. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ils vont finir par imposer la dédollarisation du monde pour imposer leur propre monnaie, le yuan, ou peut-être même une fusion, j'en sais rien. En tout cas, ils vont probablement œuvrer pour rétablir l'or au niveau du système monétaire international. En disant, mais attendez, nous on gage nos monnaies sur l'or, on a 10 000 tonnes d'or, comme c'est probablement le cas dans pas longtemps en Chine. Poutine est en train d'acheter des quantités d'or phénoménales. Ça, bien entendu, c'est un casus belli pour les Américains, parce que ça veut dire que c'est une défiance totale envers le dollar. Et il y a d'autres éléments que vous ne savez pas, hein, en termes géopolitiques et géostratégiques, c'est que la Russie se débarrasse de plus en plus et à grande vitesse des dettes qu'ils ont contractées au niveau des Américains par centaines de milliards de dollars. Ils se débarrassent de la dette américaine parce qu'ils se rendent compte que c'est une monnaie de papier, quoi, qui sont piégés dans le dollar, comme les Chinois d'ailleurs. Et le Brésil? Le Brésil, c'est encore autre chose. Ils se sont, tout doucement, ils se sont désarrimés. Enfin, ils avaient déjà le riel brésilien. Donc, ils essaient d'avoir une parité par rapport au dollar, mais un peu comme les Chinois essayent d'avoir une parité avec le dollar pour pouvoir commercer avec les États-Unis. Mais ils ont quand même leur monnaie nationale. Ils sont indépendants. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a reproché à l'Argentine il y a 10 ans? C'est de cette dollariser du dollar. Donc c'était là aussi casus belli pour les Américains. L'Argentine, c'est une catastrophe, etc. Non, l'Argentine, ils ont eu 2 ans de difficile après être sortis de la zone dollar. Et puis, des années après, ils ont 3, 4, 5% de croissance économique par an. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, peut-être, une petite phrase. Petite. La zone euro, c'est la zone zéro croissance économique. On peut vérifier les chiffres. C'est 0 emploi et c'est 0 pouvoir d'achat. D'une. Et de deux, ce que nous voulons faire comme solution, c'est tout simple, c'est être comme les Anglais. Avoir notre monnaie nationale, notre banque centrale, le contrôle de notre budget, le contrôle de nos banques, et le contrôle de nos frontières pour savoir ce qui rentre ou ce qui sort, que ce soit en marchandises, en capitaux ou en personnes, tout simplement.